Cette vidéo contient des spoilers pour tout le dessin animé Avatar et la saison 1 de la série. C'est mieux que le film ? Ok, bon, la série live action, on y reviendra, Avatar est sortie sur Netflix et évidemment mes DM sont inondés de personnes me demandant ce que j'en ai pensé. Alors, 2 secondes. Ah, trop peur. Nous t'attendions. Quelle impertinence de nous faire attendre. Assez perdu de temps. Pose ta question et nous répondrons. Oh, grand conseil du bon goût, maître incontesté du consensus. Qu'est-ce que je dois penser de la série Avatar pour être dans la majorité et donc avoir raison? Ah, l'éternelle question. Ne peux-tu pas y répondre par toi-même? Nous répondrons à ton interrogation, fils de la toile. La série Avatar. Celle de Netflix, pas le dessin animé originel. Nous la jugeons bien. Quoi? Tu es d'accord avec nous, n'est-ce pas? Oserais-tu t'opposer au consensus? C'est-à-dire que... Connais-tu le prix de la dissension? Non mais enfin, franchement, sans être une catastrophe, il y a des soucis quoi. Infamie! Tu regretteras ton affront. Nous avons bien aimé et toute critique sera considérée comme une attaque envers notre identité même. Même des critiques pertinentes? Surtout des critiques pertinentes! Bon bah quitte à me faire défoncer, vous savez quoi? Quoi? J'ai un petit message de la part de notre sponsor. Non! Cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Ça commence à faire un moment que je travaille avec eux et que j'utilise leur VPN tous les jours pour sécuriser ma connexion internet. Un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un outil très pratique pour naviguer anonymement sur les mers sombres d'internet en toute sécurité. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et surtout de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec la géolocalisation, il vous permet de prendre une IP étrangère pour pouvoir par exemple suivre les courses automobile sur la RTBF. De quoi avoir la frite. Cette fonctionnalité vous permet également de débloquer les contenus restreints géographiquement sur 40 plateformes de VOD incluant Netflix, Amazon Prime ou Disney+. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et plein d'autres. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin de partager le service avec votre famille ou vos amis. Pendant que mon PC est invisible aux yeux du monde, mon téléphone se balade allègrement sur les plages de Rio de Janeiro. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note excellente sur Trustpilot, vous pouvez faire confiance à CyberGhost VPN, ils sont au sommet du podium. Alors si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais. Cliquez sur mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, soit 2,03 € par mois. En plus, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous convient pas et il y a un support en français 24 h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas un instant et cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Bon, adapter Avatar, le dernier maître de l'air à l'écran, ça a déjà été tenté il y a bien longtemps, et ça c'est... Dire que ça s'est mal passé, ce serait très généreux. Enfin, c'est au point où vanner le film Avatar, c'est même plus tirer sur l'ambulance, c'est aller déterrer le croque-mort pour qu'il aille récupérer son corbillard à la casse. Ce film est un étalon or pour mesurer ce qu'est une adaptation ratée. Et genre, c'est pas un débat, je veux pas entendre parler d'un essai vidéo de 4 heures sur YouTube qui réhabilite ce chef-d'œuvre incompris. Non, factuellement, ce film a non seulement tué la carrière de son réalisateur pendant plus d'une décennie, mais en plus il a tué le dessin animé qui était censé avoir 4 saisons et a dû se finir en 3. Bah oui, il devait y avoir une saison par élément. Et c'est pas arrivé à cause de l'échec critique et commercial du film. C'est une catastrophe, et si je parle de ça, c'est pour établir une chose, le live action n'est pas comparable au film. Ce dernier est si mauvais que c'est un spectacle, une manne incroyable pour tout youtubeur narquois qui cherche une cible facile dont se moquer. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'esprit critique, une analyse fine ou même un sens de l'humour développé pour descendre le film Avatar, c'est du bonbon nanardesque. On dirait un sketch de Monty Python. La série Netflix, elle, est médiocre, 9 sur 20, un peu en dessous de la moyenne. Y a rien de catastrophique, mais c'est clairement pas une réussite. Les vannes qu'on peut faire, et que je vais faire, ne vous méprenez pas, sont majoritairement de l'ordre de l'enculage de mouche. Je suis désolé, c'est le terme en français, on a une langue très imagée. En tout cas, c'est pas un nanar, c'est pas un échec assez intéressant pour en être un. C'est surtout pas très bien écrit, et à la limite, c'est pas grave, des trucs pas très bien écrits, on en bouffe des pelletés, et ça a jamais tué personne. Sauf que là, c'est l'adaptation du dessin animé occidental considéré par beaucoup comme le meilleur exemple d'écriture dans son genre. Donc vous m'en voudrez pas d'être un petit peu
peu plus exigeant, voire intransigeant qu'avec d'autres œuvres. Vous l'aurez compris, je vais pas trop jouer la comparaison avec le film, sauf pour une petite blague ou deux, parce qu'on n'est pas des bêtes, merde. Par contre, je vais beaucoup revenir sur le dessin animé. Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'adaptation de One Piece, et peut-être que vous me trouverez moins indulgent avec Avatar qu'avec celle-ci. Parce que sur le papier, on peut reprocher des choses assez similaires en surface aux deux adaptations. Mais étonnamment, il y en a une où l'auteur du manga était présent sur le projet du début à la fin, et une autre où les producteurs du dessin animé de base se sont barrés pendant la pré-prod. Et quand on voit le résultat final, c'est pas dur de comprendre pourquoi. Ce que je vous propose, c'est de se pencher sur la série épisode par épisode pour que je vous explique les problèmes que j'y vois, surtout en termes d'écriture. Je parlerai pas trop du jeu des acteurs, parce qu'ils y sont pas pour grand chose si on leur a filé des scripts daubés et si les metteurs en scène étaient pas foutus de les diriger correctement. C'est pas facile d'être en tête d'affiche quand on commence sa carrière, surtout sur un projet dont j'imagine le rythme assez intensif, et des enfants acteurs qui subissent du harcèlement à cause de fans mécontents, on en a déjà eu assez dans l'histoire de l'audiovisuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la série est écrite, comment elle adapte la matière première, ce qu'elle réussit et ce qu'elle rate. Et je suis sûr que je vais vous surprendre, mais on va commencer par le début. Avatar, le dernier maître de l'air, je veux pas me faire striker pour le copyright. La série s'ouvre sur un prologue d'action dans la capitale de la Nation du Feu, où un personnage inédit essaye de s'enfuir avec les plans d'attaque de Sozin. On a ainsi droit à un combat entre Maître de la Terre et Maître du Feu pour nous indiquer que cette série est sérieuse et sombre. Malheureusement, notre protagoniste Leur se fait capturer et se retrouve devant le grand méchant de 100 ans avant l'histoire, qui nous fait quand même un monologue d'exposition pour nous expliquer ce que le dessin animé arrivait à faire en une seule réplique. Everything changed when the Fire Nation attacked. Et hop, Sozin brûle un mec vivant, parce que c'est plus un dessin animé pour enfants, attention, c'est une série sombre et sérieuse. On pourrait croire que la scène se termine là, mais non, on va encore nous expliquer avec un dialogue de personnages qui disparaîtront après cette scène, que Sozin veut tuer l'Avatar, parce que l'Avatar est le seul obstacle à la Nation du Feu. Et prenez note, c'est la première d'une longue lignée de scènes où les personnages expliquent tous les enjeux de l'intrigue directement aux spectateurs. Donc la scène se termine avec Sozin qui nous dit explicitement « Voilà pourquoi je dois génocider les nomades de l'air ». Je m'excuse d'avance pour la vanne du générique de Transformers, je vais beaucoup la faire dans cette vidéo. C'est juste que la série adore faire des répliques dramatiques avec un travelling avant qui se prête beaucoup trop bien à ce genre de montage. On coupe ensuite sur le fameux montage d'introduction avec lequel commençait le dessin animé, mais cette fois, à la place de l'animation, c'est de... l'animation. Pareil, on reviendra là-dessus. Donc après la fameuse narration d'intro, on peut voir comment la série décide d'adapter le début de l'intrigue. Ah non, on a un deuxième prologue 100 ans auparavant au Temple de l'Air. Alors on va commencer par établir un point important, quand on adapte une œuvre, on peut garder les choses comme dans l'original ou les changer. Ces deux choix sont neutres, ils peuvent tous les deux être bons ou mauvais. En soi, changer les choses ou non, ce n'est ni mieux ni pire, ce qui compte c'est pourquoi on les change. Donc ici le choix est fait de changer le début du récit pour nous montrer l'attaque du Temple de l'Air et le génocide des nomades. La raison, encore une fois, c'est de montrer que la série est plus sombre et sérieuse que le dessin animé. On commence direct avec l'un des points les plus graves de la backstory et au lieu de le sous-entendre, on le montre. Et un paquet des critiques que j'aurais à faire à la série trouvent leurs origines dans ce choix parce que ça va pas mal cadrer le reste du récit. Le dessin animé Avatar a gagné ses lettres de noblesse en étant une œuvre en surface, enfantine et joyeuse, avec une profondeur émotionnelle et un univers riche et cohérent caché sous cette surface. La série veut immédiatement entrer dans le vif du sujet, donc on commence avec des intrigues de palais, puis un génocide. On veut directement exhiber l'univers et la profondeur. Le problème étant que si on met la profondeur en surface, ce n'est plus de la profondeur, c'est la surface. En gros, pour une analogie tout à fait appropriée quand on parle d'un programme familial, la série saute les préliminaires. Mais soit, voyons voir comment ils s'en sortent. On rencontre donc un Aang souriant, ce qui est très bien, il vole sans sa paravoile, ce qui est différent, mais c'est pas un point qui me pose problème, soit. Donc cette scène d'introduction nous présente Aang comme un prodige de la maîtrise de l'air, souriant et à l'esprit rebelle, puisque dans son dialogue avec Gyatso, on apprend qu'il a séché ses leçons, chenapan. Et c'est ici qu'on voit les prémices de deux autres points très récurrents de la série. Le sourire de Aang ne dure jamais plus d'une minute, en quelques répliques il est déjà saoulé, et les personnages marchent en parlant. Je vais rien dire à ce sujet pour le moment, mais on va y revenir. Gyatso nous explique que tous les nomades de l'air du monde vont être réunis au même endroit pour un festival et on les voit arriver. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome Solo. Dans le film Solo, en 2 heures, on voit comment Han a été nommé Solo, comment il a rencontré Chewbacca, comment il a obtenu le Faucon Millenium, comment il a fait la Kessel Run en moins de 12 parsecs. Bref, on a un cahier des charges de la backstory du personnage à couvrir pour répondre à toutes les questions des fans. Le résultat, c'est qu'on a l'impression que Han a vécu toute sa vie en 3 jours. Sa backstory, l'histoire de sa vie, devient un
épisode de la saga dans lequel on a tout fourré. Ici on a, je trouve, une belle preuve que la série prend le public pour des gros débiles. Dans le dessin animé, on apprend le génocide des nomades quand Aang revient au temple et on comprend ce qui s'est passé sans jamais le voir. Mais comme la série a décidé de montrer ce génocide, eh ben il faut que tout se passe dans une scène. Les nomades de l'air ont été massacrés en une nuit parce que ça tombe bien, ils étaient tous réunis au même endroit. Au cas où quelqu'un ose pointer du doigt le trou du scénario terrible qu'aurait été « Bah les nomades des autres temples, on les a pas vus mourir, du coup ils sont pas morts ». Parce que le public ne peut pas imaginer qu'il y a eu plusieurs attaques, même simultanées, ni que l'extermination d'un peuple entier nécessite du temps, de l'organisation, une traque des rescapés. Non, ils sont tous au même endroit, ils meurent tous dans la même scène, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'imaginer, ça va vous faire mal à la tête. Bref, avant cette scène sur laquelle j'ai encore des trucs à dire, le conseil des Jedi se réunit pour décider de dire à Aang qu'il est l'avatar, puis Gyatso dit à Aang qu'il est l'avatar, et Aang réagit en étant déprimé. Ce sera un autre problème récurrent de cette série, oubliez le Aang souriant et insouciant qui cache ses doutes et ses complexes derrière une attitude débonnaire, non ce serait trop compliqué. Ici tout est explicite, Aang est déprimé et accablé par ses responsabilités, ce ne sera pas la profondeur sous la surface, ce sera la surface. Heureusement que Gyatso nous dit les qualités de Aang parce qu'on va pas trop les voir. C'est quoi le conseil d'écriture le plus important qu'on donne en général? Ah oui, show don't tell, montre, ne dis pas. Oui bah cette série c'est une vraie rebelle, elle va beaucoup dire et ne pas montrer. Je vous jure la quantité d'exposition par les dialogues dans Avatar Netflix c'est indécent. Pourquoi ce conseil est important? Parce que c'est vrai je dis tout le temps show don't tell sans forcément donner de raison. Suivez la consigne et arrêtez de réfléchir. Mais pour une fois je vais expliquer rapidement l'importance de cette distinction entre dire et montrer. D'abord, une action vaut 1000 mots. Dans le dessin animé, personne ne dit Aang est un garçon joyeux et courageux. À la place, on a de nombreuses scènes où Aang s'amuse et rit aux éclats, ou bien fait preuve de courage pour sauver ses amis ou des inconnus. On ne le dit pas, on le montre, et en conséquence, ça devient évident. Mais surtout parce que dire quelque chose, surtout dans un dialogue, ça ne raconte pas la même chose. Quand Gyatso dit « Aang, tu es fort, bienveillant et généreux », ça ne nous montre pas que Aang est fort, bienveillant et généreux. Ça nous montre que Gyatso pense que Aang est fort, bienveillant et généreux. Et c'est pas pareil, parce que nous, le public, on a encore besoin de le voir, d'avoir la confirmation qu'Aang est ces trois choses. Le problème de dire, c'est que ça ne suffit pas. Alors évidemment, il y a des choses qu'on doit dire. C'est pour ça que le dessin animé s'ouvre sur une narration qui se charge à la fois de nous transmettre l'exposition nécessaire à comprendre l'histoire et l'univers, et à poser le ton. Il y a toujours un moment où on doit faire un peu d'exposition. Le truc, c'est de trouver un moyen de la rendre agréable et digeste. Vous savez ce qui est pas agréable et digeste? Répéter ad nauseam la même information. Master all four elements. The one person who can master all four elements. Master of all four elements. Bref, revenons à l'intrigue. Aang la déprime fuit ses responsabilités à dos d'appât tandis que la Nation du Feu fait enfin son fameux génocide. Et là c'est le moment, vous l'attendiez tous, où dans un essai vidéo sur YouTube, on cite François Truffaut. Blablabla, on peut pas faire un film anti-guerre. Le dessin animé ne pouvait pas montrer un génocide. La chaîne n'aurait jamais laissé passer ça. Donc il est sous-entendu, et laissé à notre imagination. C'est plutôt cool parce qu'en conséquence, un enfant de 6 ans ne va pas imaginer des choses trop terribles, n'ayant pas forcément les éléments de comparaison. Là où quelques années plus tard, en ayant étudié l'histoire ou suivi l'actualité, on commence à avoir des références plus claires. Et notre esprit remplit les trous, c'est la magie du hors-champ. Sauf que quand tu décides de montrer ce génocide, tu dois faire un choix quelque part entre les deux. Et malgré la volonté de Surface de faire quelque chose de sombre et sérieux, c'est pas interdit aux moins de 16 ans. Donc impossible de faire quelque chose de trop horrible. Ce qui fait que ça amoindrit le génocide des nomades de l'air. De base, par le simple fait d'avoir choisi de le montrer. C'est pour ça que je pense sincèrement que c'est un mauvais choix. Mais en plus derrière, il y a l'exécution, sans mauvais jeu de mots, de ce choix. Parce que c'est une scène cool en fait. Je suis désolé, hein, les effets pyrotechniques et le kung-fu, c'est stylé. Ça me fait pas trop penser 39-45. Et cramer un mec vivant, je suis désolé, si c'est à un niveau de violence moins de 10 ans, c'est pas horrible. C'est classe. Genre, tu veux retranscrire l'horreur d'être immolé par le feu, ben faut aller dans le gore, dans la détérioration du corps, de longs cris de douleur. Je vous réfère au film Silent Hill pour un très bon exemple d'une scène où cramer quelqu'un vivant te retourne les tripes. Ici, c'est juste du spectacle, il y a zéro horreur. Et donc, encore une fois, ça amoindrit le génocide. Tout le monde meurt proprement dans des combats stylés, on est loin de la déshumanisation, de l'extermination systématique et industrielle. Et je dis pas qu'il fallait montrer Auschwitz dans la Nation du Feu, je dis juste que ne rien montrer, ça aurait été bien plus impactant. C'est le niveau 2. Don't show, let them imagine. Donc pendant qu'Aang tombe dans la mer, Sozin explique en plein combat que sans la comète, les maîtres du feu n'auraient pas pu vaincre les maîtres de l'air parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait des trous dans le scénario. Sinon les méchants youtubeurs vont se moquer dans des vidéos qui font dingue. On a enfin fini le prologue au bout de 20 minutes d'épisode, on se retrouve donc 100 ans plus tard au pôle sud et on rencontre Katara, qui essaye de maîtriser l'eau toute seule dans son bateau secret sans grand succès. Alors les premières impressions, c'est important. Ce que cette scène nous montre, c'est comment ce personnage réagit face à l'échec. C'est assez pratique pour découvrir sa personnalité. Est-ce qu'elle va s'énerver, pleurer, l'accepter avec le sourire,
Qui est-elle et comment gère-t-elle cette situation? Ok, elle est blasée, c'est un peu mou comme réaction. J'espère que ça ne présage rien sur sa personnalité pour la suite du récit. Katara retourne donc au village et retrouve son frère Sokka dans une scène directement tirée d'un peu plus tard dans le dessin animé. Et ok, vous allez sans doute trouver que je pinaille, mais bordel, ils ont raté la vanne! Ok, dans le dessin animé, Sokka fait tout son discours guerrier et quand il termine, la punchline, c'est qu'il s'adresse à des enfants. C'est pas la vanne la plus drôle du siècle, mais elle fonctionne. Elle fonctionne beaucoup moins bien quand tu fais le contre-champ au milieu du discours. Genre, enfin, la chute d'une blague. Il faut la faire à la fin. Vous connaissez l'histoire de la chaise pliante? Elle est drôle. Vous voyez, ça marche pas. Et je trouve que très peu de blagues fonctionnent dans cette série parce que le timing est vraiment géré avec les pieds. Et si t'as pas le timing en humour, ben... c'est de la merde. Donc une fois cette blague ratée, Sokka et Katara se mettent à marcher pour discuter. Je vous jure, je vais expliquer à un moment pourquoi ça me gêne. Et je ne vous mens pas, ils nous font un dialogue d'exposition qui explique pourquoi ils vont être dans la scène d'intro originelle du dessin animé. La scène dans le DA, c'est Katara et Sokka pêchent en canoë. Et la série pense qu'on a besoin d'expliquer les enjeux de cette scène. Genre, Sokka doit dire que les bateaux de pêche sont revenus vides et donc il faut aller pêcher. Et la vache, ça va aller, série. On n'est pas obligé d'avoir des explications pour tout. On peut deviner que si deux personnages pêchent, c'est parce qu'ils ont besoin de manger du poisson. Bref, maintenant qu'on a toutes les informations nécessaires, on peut enfin commencer là où commençait Avatar. Et c'est là qu'il apparaît évident qu'on va avoir droit à un assassinat total du personnage de Katara. Ok, donc pour refaire une comparaison et voir ce qui a été changé, revenons à l'originel. Katara et Sokka sont en train de pêcher. Katara essaye d'attraper un poisson avec sa maîtrise de l'eau, n'y arrive pas et mouille accidentellement Sokka. Puis un courant rapide les échoue sur un iceberg, ce qui mène à une dispute fraternelle. Katara s'énerve et s'emporte face à son frère qui lui reproche d'être une fille et de ne pas être restée à la maison. Elle vide son sac au sujet de toutes les responsabilités qu'elle a dû assumer depuis la mort de leur mère et dans sa colère, elle libère accidentellement Aang de sa prison de glace. Puis elle brise l'orbe d'un coup de massue. Cette scène est super efficace pour établir tous les enjeux liés à ces deux personnages. Katara a un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore, Sokka est vantard mais pas très capable, il est macho, Katara a une forte personnalité et joue un rôle maternel envers son grand frère, et surtout, elle a un pouvoir latent, gigantesque et est active dans son histoire. Dans la série, c'est Sokka qui est responsable et sérieux puisqu'il veut empêcher Katara de maîtriser l'eau, sachant que ça la mettrait, elle et tout le village, en danger. On efface toute notion de sexisme, encore un point sur lequel on reviendra, et Katara est une serpillère. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Elle se défend mollement en disant que personne ne l'a vu, puis elle dit « De toute façon, je suis nulle ». On est loin de la Katara qui cherche à s'améliorer et à prouver ses talents. Et comme on retire le sexisme de Sokka, Katara n'a plus de raison valable de s'énerver. Ce qui fait qu'on a des répliques comme I know that. Parce que en face, Sokka a tous les bons arguments. Il parle de garder le village en sécurité, du fait que leur père n'est pas là et qu'il doit gérer à sa place, et Katara a pour argument Waterbending is what built our culture. encore une fois, c'est pas mal lié à cette idée de mettre ce qui était en profondeur à la surface. Dans le dessin animé, Sokka pense aussi à être un guerrier et assumer le rôle d'homme du village suite au départ des adultes. C'est d'ailleurs ça qui va le rendre sexiste, puisque sans modèle de masculinité saine, il a construit son identité en opposition à la féminité. Il se considère comme responsable de la protection des femmes et des enfants, et est ainsi incapable de les traiter comme des égales. Mais ça, on l'apprend au fil des épisodes en creusant sous le clown qu'il est en surface. Ici, Sokka nous dit tout ce qu'il est et tous les enjeux, ce qui lui donne immédiatement raison parce qu'en plus on gomme l'aspect sexiste, il ne parle pas un seul moment du genre de Katara, et donc Katara n'a rien à lui dire ou à lui reprocher. Et donc, serpillère. Cette Katara n'exprime pas de colère ou de frustration. Elle n'a d'ailleurs pas le rôle de mère de substitution pour Sokka qui la frustrait tant. En fait, d'une certaine façon, en voulant gommer le sexisme, on lui retire toutes les raisons qu'elle avait d'avoir une personnalité forte. Donc elle est gentille, elle fait pas trop de bruit, elle s'énerve pas trop, bref, c'est une bonne femme comme on aime qui casse pas les couilles. Oui, ça c'est sexiste, bien joué Netflix. C'est ce qu'on appelle dans le jargon chier dans la colle. Du coup, comme Katara n'a pas de personnalité, elle ne s'énerve pas, donc comment elle libère Aang? En ramenant la barque avec sa maîtrise de l'eau. Cool. D'ailleurs, la libération est totalement accidentelle et pas un choix actif de Katara. Donc il y a un changement par rapport à la source de l'adaptation. Et on passe d'une scène d'émotion et de personnalité à une scène un peu chiante. Et si je ne devais faire qu'un reproche à cette série, c'est qu'elle est très souvent
chiante. Genre le film est catastrophique, mais on se fait pas chier une seconde devant au moins. Ici c'est pas un affreux massacre spectaculaire du dessin animé, c'est une adaptation plus chiante avec des versions moins attachantes des personnages. Bref, Katara libère Aang et au même moment on rencontre Zuko qui est dans un bateau pas loin et dont les gris-gris s'animent. Donc Aang se réveille et se rendort immédiatement. Je suis désolé, je trouve ça hilarant. Dans le dessin animé, il perd conscience 10 secondes, puis il fait des blagues, maîtrise l'air et fait le fou. C'est sa scène d'introduction à la fois pour nous et pour Katara et Sokka. Mais ici, comme on l'a déjà rencontré et que c'est un dépressif dans cette version, et ben la rencontre mignonne des 3 protagonistes de notre histoire, la base de leur amitié, on la saute. Aang est donc endormi et Sokka propose de le laisser mourir de froid, mesdames et messieurs, l'un des héros de notre histoire, mais Katara insiste mollement pour le ramener. J'aime trop ce moment où la grand-mère observe Aang, retire sa couverture et en voyant le tatouage sur sa main, n'en croit pas ses yeux de voir un maître de l'air. Parce que clairement, avant de voir le tatouage de flèche sur sa main, c'était pas évident du tout. Ensuite, on voit Zuko et son oncle qui discutent, ce qui nous permet de rencontrer ces personnages. Dans le dessin animé, Iroh est occupé à boire du thé et jouer au paille chaud pendant que Zuko s'excite dans sa quête de l'avatar. Ça nous montre le côté bon vivant, léger de Iroh, en contraste avec le tempérament explosif et impatient de son neveu. Le contraste entre les deux personnages joue pour beaucoup dans leur relation, qui en surface est très conflictuelle, mais en profondeur cache un amour familial très fort. Et ces deux personnages fonctionnent en miroir. Derrière la personnalité abrasive de Zuko, il y a un gentil garçon sensible et profondément blessé. Derrière l'attitude débonnaire de Iroh, il y a un ancien général sans pitié et le deuil inconsolable d'un fils. Bon, vous avez compris, surface, profondeur, ici on simplifie. Donc Zuko et Iroh expriment très explicitement les enjeux de leurs personnages, on comprend immédiatement la dynamique affectueuse entre les deux, on voit déjà les prémices de la sensibilité de Zuko, Iroh explique clairement qu'il tient à lui. Bordel, vous savez un des trucs les plus forts quand on écrit une relation affectueuse entre deux hommes? C'est le fait que les hommes, dans nos sociétés patriarcales, ne peuvent pas trop exprimer leur affection. Donc il y a beaucoup de non-dits, d'interdits. Ce qui fait que quand on brise ces tabous, qu'on les laisse exprimer sincèrement leurs sentiments, c'est très fort, parce que ça a été contenu. C'est une question de tension et de relâchement. Dans le dessin animé, c'est cathartique quand ces deux personnages se disent enfin qu'ils tiennent l'un à l'autre. Bon bah ici on n'aura pas ça parce que les non-dits c'est trop compliqué. Cette série doit dire les choses, sinon on va pas comprendre. Donc Aang fait un cauchemar de la scène qu'on a déjà vu 20 minutes plus tôt, parce que dans le dessin animé il y a un flashback de ça aussi, sauf que dans le dessin animé c'est la première fois qu'on voit ces événements. Bref, il se réveille et va donc enfin rencontrer Katara et Sokka. Est-ce qu'il va sauter partout et s'amuser et jouer avec les autres enfants ? Non, désolé, cet Aang-là n'a pas le droit de s'amuser plus de 30 secondes. Donc juste au moment où il pourrait jouer, Sokka intervient et Aang fait une crise de panique en se souvenant qu'Appa existe. Et attention Katara, Sokka, une créature mythique que vous n'avez jamais vue avant vient d'atterrir sous vos yeux, quelle est votre réaction ? Ok, vous savez quoi, on travaillera plus tard sur les réactions, c'est pas grave. Au lieu d'une scène où les personnages se lient d'amitié, on va avoir Aang qui raconte la scène qu'on a déjà vue 2 fois, et clairement la grand-mère a compris que c'était la scène de la redondance, puisqu'elle nous refait la narration d'introduction au milieu de l'épisode. Parce que les spectateurs sont des gros cons, et que 30 minutes c'est long pour retenir une information quand même. Et attention Aang, tu viens d'apprendre que tous les nomades de l'air ont disparu depuis 100 ans, quelle est ta réaction ? Oui, bon, c'est une proposition, on reviendra dessus plus tard. Et attention, grand-mère nous explique le titre de la série. He is the last airbender. Pardon. Katara, une réaction émotionnelle au fait d'apprendre que Aang est le dernier de sa nation ? Non mais j'en demande trop, c'est moi. Allez, une scène redondante après où Zuko nous dit que son objectif c'est de trouver l'avatar et Iroh est triste, c'est son trait de personnalité principal, on retrouve Aang la déprime. Oui, c'est normal d'être déprimé en apprenant que tous les gens que tu connaissais sont morts depuis longtemps. Mais dans le dessin animé, très vite, Aang sourit et fait une blague, parce que son personnage est construit autour du fait d'éviter. En combat, il esquive. Ses responsabilités, il les fuit. Sa peine, il évite d'y penser. Son arc est construit autour du fait d'arrêter de fuir et faire face à tout ça. Quand on comprend qu'il se force à sourire, ça ajoute de la profondeur au personnage. Profondeur, surface... Voilà, donc Aang ici est triste parce qu'il a appris un truc triste. Faut pas que ce soit trop compliqué, vous l'aurez compris. Donc Katara arrive pour réconforter Aang de façon très convaincante, c'est-à-dire en faisant de l'exposition sur sa backstory. Ah, attendez, il faut que Aang descende pour qu'il puisse discuter en marchant. Walk with me. I'm Aaron Sorkin. The West Wing, Few Good Men, The Social Network. Je vous jure, une fois que vous l'avez remarqué, c'est tout le temps dans cette série. Donc Katara nous explique son passé tragique avec toute l'émotion d'une serpillère. Encore une fois, je suis pas là pour critiquer les acteurs, c'est dur de jouer de l'émotion quand tu dois faire de l'exposition, et c'est la faute des metteurs en scène qui ne les dirigent pas bien. Mais le résultat, c'est des dialogues monocordes, c'est soporifique. Pendant ce temps, Zuko s'entraîne sous le regard bienveillant de Iroh. Dans le dessin animé, quand Zuko s'entraîne, Iroh lui rappelle que la force brute ne peut rien, que l'esprit doit suivre, qu'il faut respirer et réfléchir, savoir apprécier un bon thé. Bref, Iroh offre des conseils qui contrastent avec la personnalité brute de son neveu. Ici,
Iroh lui dit GG, well played. Cool. Ce serait dur d'écrire des dialogues entre deux personnages qui ont des points de vue différents. Oh attendez, Iroh décide de questionner l'objectif de Zuko. On va avoir des arguments qui s'opposent. You're wrong. Ah ouais. Bon. C'est techniquement un conflit. Katara emmène Aang dans son épave et celui-ci lui apprend à faire ce qu'elle savait déjà faire à ce moment dans le dessin animé, un plaisir d'avoir effacé le sexisme pour que les accomplissements de Katara dépendent de l'aide d'un garçon. J'écris pas de blague depuis tout à l'heure, je me contente de décrire la série telle qu'elle est. À l'aide! Le bateau de Zuko arrive, Sokka donne ses ordres et semble être un leader compétent. Cool, comme ça on évite de faire l'arc où il apprend à devenir un leader compétent. Non, c'est bien. J'aime pas trop quand on laisse de la marge de développement au personnage, ça fait des histoires trop intéressantes. Katara ne comprend pas pourquoi la Nation du Feu attaque. Heureusement, grand-mère fait une entrée sur scène côté court pour balancer une petite dose d'exposition. You are the Avatar. Et Sokka nous ressort la réplique de l'intro pour créer du conflit avec Aang. When the world needed the Avatar the most, he vanished. But when the world needed him most, he vanished. But when the world needed him most, he vanished. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! Et encore une fois, j'adore parce qu'il a totalement raison et donc Aang peut rien répondre. Conseil d'écriture, si vous voulez écrire une dispute intéressante, un conflit d'idées entre deux personnages où ça se répond un peu, évitez d'en avoir un qui a objectivement raison. Parce que derrière, vous pourrez pas assumer un retour de la part du deuxième personnage. Et du coup, il peut juste fermer sa gueule et attendre. Voilà, petit conseil. Donc quand Zuko arrive et demande l'avatar, le premier truc que fait Sokka, c'est vouloir balancer Aang. Alors, comment Katara va le convaincre du contraire? That's what the Avatar is, he's hope. And we need that just as much as we need food and shelter. Ah ouais, c'est pas l'argument du siècle. Mais ça marche. Pendant ce temps, Aang était resté caché à tirer la gueule. Vous vous souvenez quand on disait qu'il était fort, bienveillant, généreux? Ouais. Dans le dessin animé, le conflit entre Aang et Sokka vient du fait que Aang a accidentellement signalé sa présence à Zuko. Il reconnaît son erreur et accepte de quitter le village pour ne pas les mettre en danger, puisque c'est lui qu'il cherche. Ce qu'on appelle un comportement héroïque. Au lieu de se planquer et de laisser Sokka se battre pour lui, la gueule de l'espoir. Sokka se fait botter le cul et juste au moment où Zuko va lui asséner le coup de grâce, Aang se souvient qu'il est courageux et intervient. Bordel, c'était laborieux. Donc bagarre. Zuko menace de cramer le village, Aang accepte de se rendre, Katara refuse et s'élance avec conviction pour... Ah non, ça va en fait. Katara, Sokka, une émotion peut-être en voyant l'avatar se faire capturer par la Nation du Feu? Non, c'est de ma faute, je devrais arrêter de demander. Heureusement, Aang a fait un compliment à Sokka, donc il décide d'aller le sauver. Il décide tellement vite que Katara a même pas le temps de dire quelque chose. Je rappelle que dans le dessin animé, Katara est un personnage actif et que c'est elle qui prend l'initiative d'aller sauver Aang. Mais avant ça, on doit retrouver Aang dans sa cellule sur le bateau pour qu'il rencontre Iroh. Dans le dessin animé, ces deux personnages s'entendent bien parce qu'ils ont la même tendance à voir le positif et chercher à s'amuser de toute situation. Ici, ils s'entendent bien parce qu'ils sont tous les deux dépressifs. Ça marche aussi. Bref, c'est un dialogue d'exposition, mais comme ils sont dans une cellule, ils peuvent pas discuter en marchant. Iroh s'en va et Aang maîtrise l'air pour voler les clés du garde. Ou alors c'est du metal bending, parce que la vache, je me souvenais pas que l'airbending était aussi cheaté. Il s'envole à dos d'appât tandis qu'Aang s'échappe de sa cellule et trouve le journal de Zuko sur les différents avatars. Il le vole et récupère sa paravoile, puis... traîne un petit peu sur le pont au lieu de s'envoler direct vu qu'il a tout ce qu'il lui faut et qu'on l'a déjà vu s'envoler directement depuis le sol sans problème. Non mais sérieux, même s'il doit sauter, sur ce plan, on voit le bord du bateau à quelques mètres de lui, sans obstacle, mais non, il faut qu'il court en longueur sur le pont pour atteindre le bord opposé. Il se fait donc repérer pour absolument aucune raison, bouscule un type, puis saute et s'échappe. Les maîtres du feu bombardent donc sa marionnette numérique qui tombe à toute vitesse vers des pics acérés. Ah, c'est le moment où je rappelle que la dernière chose que veut la Nation du Feu, c'est que Aang meure. S'il meurt, l'avatar se réincarne en maître de l'eau. Donc arrête de sourire, Zuko. Heureusement, Sokka et Katara arrivent au dernier moment et le rattrapent. Zuko envoie une gigantesque boule de feu sur Appa et Katara la bloque en maîtrisant l'eau. Oui, je vais encore dire un truc. Ce que le dessin animé gère très bien, c'est le power scaling, l'échelle de puissance, les rapports de force entre les personnages. Dans cette scène, c'est Aang qui bloque la boule de feu de Zuko. Alors ça va paraître bizarre que je critique une des rares actions de cette Katara, mais je trouve que ça aussi, ça assassine son personnage. Le power scaling dans la saison 1, c'est que Zuko est la grande menace à affronter. Au combat, il égale Aang et ne passe jamais très loin de gagner.
animé. Ça crédibilise le danger qu'il représente. La saison 1 du dessin animé montre aussi un arc de développement pour Katara. Elle maîtrise mal son pouvoir au début, pour qu'à la fin elle soit non seulement capable d'affronter un maître, mais également de tenir tête à Zuko, montrant qu'elle a rattrapé Aang. Vous voyez où je veux en venir, il y a besoin que Katara commence plus bas que Aang et Zuko pour les rattraper et ainsi avoir une progression. Donc le fait qu'elle arrête la boule de feu plutôt que Aang, bah ça speedrun un peu le truc quoi. Elle est direct capable de tenir tête à Zuko, ce qui non seulement bouffe son arc, mais en plus rend Zuko moins menaçant. Donc bien tenté, mais non. Bref, nos héros s'enfuient, Aang sourit pendant 1 seconde et demie avant de redevenir Aang la déprime, et on a encore le temps pour placer la scène où Aang découvre les restes des nomades. Ok, let's go. J'ai pas grand chose à dire sur cette scène, si ce n'est le fait qu'on n'apprend rien, nous les spectateurs, vu que le prologue nous a montré ce qui s'est passé. Et c'était stylé de ouf, je réitère. Surtout quand il y a des flashbacks de ce que Gyatso a dit. La redondance, c'est une passion dans cette série. En vrai, si on coupe le prologue de l'épisode complètement, je vous jure que ça l'améliore. On perd rien vu que tout est redit et en plus on découvre en même temps que les personnages ce qui s'est passé. C'est pas bon signe quand on peut enlever 20 minutes et ne rien perdre. Donc Aang devient le Super Saiyan légendaire, enfin sa marionnette numérique, puis il a un autre flashback de Gyatso qui le fait sourire et se calmer. Vraiment un super changement par rapport au dessin animé où c'est Katara qui calme Aang en lui parlant et en trouvant les bons mots. Ce serait vraiment dommage d'avoir une scène où Katara fait quelque chose dans cette série. Donc après cette forte scène d'émotion, on a une dernière petite scène de dialogue pour que Aang puisse dire directement et explicitement les enjeux de son arc, avec un petit passage en voix off sur Zuko pour qu'on voit qu'il y a un parallèle avec son arc à lui. Et Aang finit par nous dire qu'il est l'Avatar et que c'est juste le début. Comme ça, on comprend que c'est l'épisode 1 de la série Avatar. Pour ceux qui étaient pas sûrs. La vache, c'était un seul épisode. J'en suis déjà à 18 pages de script et il en reste 7 à couvrir. 7 épisodes. Je vous propose un petit interlude sympa pour souffler. Petit interlude, sympa, petit interlude, sympa, petit interlude, c'est très sympa. C'est vraiment sympa. L'épisode 2 commence avec Zuko qui nous fait une Kylo Ren dans sa chambre. Je vais passer sur cette scène, c'est simplement un résumé des événements et une annonce de la suite. Grâce au cahier de Zuko, Aang choisit sa prochaine destination, l'île de Kyoshi. Mais Sokka considère avoir suffisamment aidé et veut rentrer au village avec Katara qui, elle, veut suivre Aang. Nous avons un conflit, je répète, nous avons un conflit. Deux personnages veulent des choses différentes et confrontent leurs opinions. Hâte de voir comment ce conflit va être résolu. Aang rencontre également Momo. Profitez bien, vous allez pas beaucoup le voir parce qu'il arrête d'exister quand il coûte trop cher à animer. Katara trouve également un parchemin de maîtrise de l'eau dans son sac, légué par sa grand-mère, ce qui évite d'adapter l'épisode où elle le récupère. C'est un choix plutôt légitime pour accélérer le rythme de l'histoire, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, là où j'ai un truc à redire, c'est que ce parchemin résout le conflit initié littéralement 3 minutes plus tôt. J'ai vérifié le timecode. Bon alors passons sur le fait que cette série refuse de laisser de la tension entre deux personnages durer plus d'une scène. Pourquoi cette résolution au conflit se fait au détriment des personnages? Pour répondre à cette question, faut se demander pourquoi le conflit existe. Si on écoute le dialogue entre Sokka et Katara, Sokka veut retourner au village car son devoir est de le protéger en l'absence de son père. Et Katara veut suivre Aang pour sauver le monde et également s'émanciper des limites qui jusqu'ici l'empêchaient de développer ses pouvoirs. Donc pour que le conflit fonctionne, il faut nécessairement que les deux personnages croient des choses différentes. Sokka croit être responsable du village et ne pas être qualifié pour aider l'Avatar à sauver le monde. Il adopte une position rationnelle basée sur ses acquis. Katara pense qu'en explorant son potentiel, elle pourra être essentielle à la quête de l'Avatar comme elle l'a déjà été et que protéger le village ne sert à rien quand le monde est en danger. Elle adopte une position rationnelle basée sur ses espoirs. Donc pour résumer, c'est un conflit entre deux positions rationnelles, l'une réaliste et l'autre optimiste. La lettre de la grand-mère donne sa bénédiction à Katara ainsi qu'un moyen d'explorer son potentiel. Elle ne parle à aucun moment de la quête de l'Avatar, de responsabilité, ni même de Sokka. Il y a clairement du favoritisme dans cette famille. Donc cette lettre conforte Katara dans la position qu'elle tenait déjà, mais ne donne aucune raison à Sokka de changer la sienne. Le seul aspect sur lequel elle peut jouer, c'est l'aspect émotionnel. Pourquoi pas une solution émotionnelle à un conflit rationnel? On peut tout faire en écriture. Mais qu'est-ce qui, dans cette lettre, peut jouer sur les émotions de Sokka sans même le mentionner? Je sais pas. Ou alors j'ai une interprétation, à ce moment Sokka réalise que sa grand-mère n'en a rien à taper de lui et décide de laisser crever cette vieille peau. Genre, si on voulait une solution vraiment simple pour faire fonctionner cette scène, et qui aurait pu être réglée complètement en post-production, c'était d'enregistrer une réplique de plus de la grand-mère en voix off adressée à Sokka. Un truc du style « Sokka, il est temps pour toi de faire tes preuves de guerrier et de marcher sur les traces de ton père !» Vraiment, si je suis chiant sur des points comme ça, c'est parce que les solutions étaient vraiment pas compliquées à trouver, même très tard dans la production de la série. Ah, et là, il y a un changement de plan très bizarre qui saute la règle des 180 degrés et donne l'impression que Sokka s'est téléporté. Je pinaille, mais c'est les petits trucs comme ça qui, quand on adapte un dessin animé qui faisait très attention aux détails, me brosse dans le mauvais sens du poil. Comme ça.
Après avoir enterré Gazzo, ce qui implique deux choses, soit ils ont passé des jours à enterrer tous les corps des nomades parce qu'aucun d'eux ne maîtrise la terre pour creuser des tombes rapidement, soit ils ont juste enterré Gazzo et ignoré tous les autres squelettes, les figurants ne méritent pas de sépulture, nos protagonistes s'envolent vers l'île de Kyoshi. Ils sont immédiatement attaqués par les guerrières de Kyoshi, Katara proteste en disant Kang est l'avatar, Suki rétorque que c'est impossible, il y aurait eu des signes si c'était l'avatar. Miracle! Miracle! Bon bah un miracle. Comme quoi cette série peut être très drôle, c'est juste dommage que ce soit purement accidentel. Bon allez, un petit compliment quand même, les costumes sont vraiment très réussis. Ils arrivent à bien retranscrire les designs du dessin animé tout en donnant l'impression d'être des vrais vêtements fonctionnels. Les villageois ne veulent pas aider Aang qui va les convaincre avec un discours de Miss France sur la paix dans le monde. Alors ça marche hein, mais bordel, qu'est-ce que cette version d'Aang est déprimante! Encore une fois, dans le dessin animé, Aang a juste besoin de montrer qu'il est l'avatar pour obtenir l'aide de ce village dévoué à l'avatar. Et ensuite il fait le pitre et les villageois l'adorent parce que c'est un personnage charmant. C'est le pire truc qu'ils ont loupé avec Aang dans la série. Il est pas drôle, il est pas charmant, il passe juste son temps à expliquer à quel point c'est une lourde responsabilité d'être l'avatar, et tous les gens qu'il connaît sont morts, et encore une fois, ce qui était en profondeur est devenu la surface, ce qui enlève toute profondeur au personnage. Bref, le discours de Miss France convainc Suki qui essaye de convaincre sa mère. Cette dernière nous dit « Such a fierce warrior. And yet such a kind heart. » Pour qu'on soit sûr que cette guerrière qu'on a vu se battre et qui vient de prendre la parole pour aider Aang est le genre de personne qui sait se battre et prendrait la parole pour aider Aang. Ça devient redondant de dire que cette série est redondante. Donc le village accepte de les accueillir et Sokka commence à discuter avec Suki. C'est le moment où on va parler d'un point de controverse de la série qui a fait couler beaucoup d'encre. L'arc original de Sokka sur l'île de Kyoshi, c'est celui d'un personnage sexiste qui apprend ses torts en rencontrant une guerrière plus forte que lui, au point où il lui demande de l'entraîner et accepte de porter son maquillage, montrant qu'il accepte également sa part de féminité. Le choix de la série a été d'effacer complètement cet aspect de la personnalité de Sokka. Comme j'ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On peut trouver de très bons arguments pour défendre le fait de retirer le sexisme, comme on peut en trouver de très mauvais. L'important quand on enlève quelque chose, c'est ce qu'on met à la place et ce qu'on veut raconter avec ce nouveau choix. Le fait est que dans l'original, on a un conflit entre deux personnages qui opposent leur vision du monde. Un conflit, c'est la base de l'écriture dramatique, ce qui permet de créer de la tension et de la résolution. On a déjà vu que cette série a du mal à gérer le conflit entre ses protagonistes, ou en tout cas à le faire durer plus de 3 minutes. Ce qui est un problème beaucoup plus commun qu'on pourrait le croire, 2 séries sur 3 rencontrent des soucis de résolution de conflits précoces. L'important, c'est de communiquer et de ne pas oublier qu'il existe d'autres façons de satisfaire ses spectateurs. Bref, en retirant le sexisme de Sokka, on enlève beaucoup de choses. Le conflit, que ce soit avec sa sœur ou Suki, est donc une bonne partie de la tension dramatique et des opportunités pour ces deux personnages féminins de confronter Sokka. On a déjà vu comment le personnage de Katara souffrait de cette absence de conflit dans l'épisode précédent. Mais on retire aussi une opportunité pour Sokka de grandir en tant que personnage. Un défaut, en écriture, c'est une opportunité, soit d'être corrigé, soit d'être conservé et de jouer un rôle dans les choix d'un personnage. Gollum a pour défaut son obsession pour l'anneau. Ce défaut le mène à prendre de nombreuses décisions qui créeront des obstacles à Sam et Frodon, mais également à détruire l'anneau dans sa folie. Je trouve ça incroyable d'avoir besoin de le dire, mais laissez les personnages de fiction avoir des défauts, même si c'est des défauts qui touchent à des sujets polémiques. L'art ne doit pas craindre Twitter. Sans ce défaut, Sokka n'a juste pas grand chose à faire, et en conséquence, Suki et Katara non plus. On a retiré un point de l'histoire et ça a créé un vide. Alors par quoi ça a été remplacé? Eh bien, au lieu d'être machiste, Sokka est horny, chaud du zboob en bon français. Il est directement très intéressé par Suki, qui apparaît très rapidement intéressé en retour, ce qui est très cool dans la vraie vie de personnes qui se plaisent, mais pas ultra intéressant en fiction. C'est pas pour rien que le genre de la romance est rempli de quiproquos, d'interdits, de tabous, de conflits, c'est juste les codes de l'art dramatique. Ce qui est intéressant à suivre, c'est la progression, pas la conclusion. Je vous ramène à la vidéo de ContraPoints sur Twilight qui explore ça très en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Mais pour faire court, deux personnages qui se plaisent, puis qui se chopent, c'est pas trépidant. Alors on écrit des amours impossibles, des triangles amoureux, des malentendus, des conflits. On peut très bien discuter derrière des problématiques liées à cette représentation conflictuelle des relations et leur impact sur les comportements réels. La fiction est remplie de relations toxiques, violentes, non consenties, le tout glorifié et romanticisé. La vidéo de ContraPoints, ce que j'ai mentionné, en parle très bien. Mais c'est pas vraiment une discussion qui s'applique à Avatar. C'est un jeune ado avec des idées préconçues sur les femmes qui se fait botter les fesses et développe en même temps qu'un respect pour une jeune guerrière, une affection romantique réciproque. Ça va, genre vraiment trouver ça problématique en bonne foi sans que ce soit pour écrire des articles qui vont générer du clic, j'ai du mal à y croire. Une œuvre qui parle de sexisme n'est pas une œuvre sexiste. Le fait est que la relation non conflictuelle qui se développe entre Sokka et Suki est un peu chiante. Y a pas d'obstacle particulier, il est horny pour elle est horny pour lui, tout va bien. À un moment on pourrait s'attendre à ce que la mère de Suki intervienne avant qu'ils ne s'embrassent pour créer un interdit à surmonter, mais non, elle les regarde,
ce qui est glauque. Il y a aussi ce cliché que j'adore quand Suki se démaquille et est encore maquillée sous son maquillage. Parce que oui, ça c'est de l'eyeliner. Ils ont du make-up waterproof sur l'île de Kyoshi. Quelque part, un adolescent de 12 ans vient d'exploser en réalisant que ce n'est pas à ça que ressemble une fille démaquillée. Zuko et Iroh rencontrent un officier de la Nation du Feu pour obtenir des informations. Et à la fin de la scène, ils se présentent. Commander Zhao, at your service. Et vous voyez ce truc de « je suis machin », musique dramatique, fin de scène? Je déteste ça. Parce que la seule raison pour faire ça, c'est jouer sur la nostalgie de l'original. Y a rien qui justifie cette mise en scène, il a pas sorti une punchline, il a dit son nom. La seule raison qui fait que son nom est traité comme une punchline, c'est qu'on sait que c'est le grand méchant de la saison 1 du dessin animé. On dirait une scène post-générique dans un Marvel. Et je suis d'avis qu'une œuvre, même une adaptation, doit se tenir sur ses propres mérites. Sans le dessin animé, cette fin de scène n'a aucun sens. C'est la série qui dit « Regardez, c'est le personnage du dessin animé qu'on adapte. Aimez-nous s'il vous plaît !» Bon, après que Suki ait reluqué Sokka torse nu dans une scène qui crie « Regardez, on est trop pas sexiste, c'est le personnage masculin qui est objectifié par le personnage féminin », on retrouve Katara qui s'entraîne au bord de la rivière. Aang débarque et la félicite en souriant, vous savez donc que dans 10 secondes ce sourire va disparaître. Et voilà. Bon, ils finissent quand même par s'amuser en s'éclaboussant, donc 1 point pour cette scène. Mais j'en profite pour souligner un autre truc qui a jarté dans cette adaptation, le crush de Aang sur Katara. Dans le dessin animé, il faut environ 10 secondes après leur rencontre pour que Aang lui fasse du rentre-dedans. C'est explicite dès le départ qu'il est intéressé romantiquement par Katara, qui elle ne semble pas réciproquer cette attirance. Cette dynamique n'existe pas dans la série. Encore une fois, c'est un choix, mais ça enlève, encore une fois, quelque chose. Le fait que Aang drague Katara, c'est souvent utilisé pour illustrer qu'il fuit ses responsabilités et qu'il refuse de prendre les choses au sérieux. Le Aang de la série est obsédé par ses responsabilités et a au contraire du mal à ne pas être sérieux. Son crush sur Katara était un bon moyen d'apporter une légèreté très nécessaire à sa personnalité. L'enlever, c'est une opportunité ratée de plus. Et le problème, c'est que je ne pense pas que la série se rende compte du personnage qu'elle a créé. Parce que dans la scène suivante, Aang va jouer avec les enfants du village comme dans le dessin animé. Et j'ai du mal à croire que ce personnage ferait ça. Il n'est pas écrit comme ça depuis le début de la série. Il n'a pas l'insouciance et la légèreté du Aang qui fait le pitre. Surtout quand Katara nous fait la narration par-dessus pour nous expliquer à quel point Aang est doué avec les gens et sait construire des relations. Dire, ne pas montrer. De toute façon, ce n'est pas Aang qui fait ça, c'est sa marionnette numérique. Suki et sa mère regardent ça et ont une discussion sur le fait que les étrangers sont dangereux, ce qui est encore un truc mal écrit. Dans l'univers d'Avatar, l'Avatar est la réincarnation des avatars précédents. Aang n'est pas un étranger, c'est la réincarnation de Kyoshi, d'après qui l'île a été nommée. Tu peux écrire une histoire sur la peur des étrangers, mais là, c'était pile le contexte dans lequel ça ne peut pas fonctionner. Je dois préciser que le personnage de la mère de Suki n'existe pas dans le dessin animé, ni cette histoire d'étrangers, parce que le dessin animé comprend son propre univers. Donc les rares fois où cette série nous invente du conflit, le conflit n'a aucune raison d'exister. Pendant ce temps, Zhao apprend que Zuko a retrouvé l'avatar et décide de le poursuivre de son côté. Peut-être que là, c'était le moment de jouer une musique dramatique, vous savez, en rapport avec ce qui se passe dans l'histoire qu'on est en train de regarder. Pendant que Sokka et Suki font des danses nuptiales, Aang et Katara se renseignent sur Kyoshi. Aang nous raconte un petit flashback où il nous dit qu'il était trop fort et que ça représentait un danger. Accessoirement, les gars, quand l'utilisation offensive principale de votre pouvoir c'est de projeter les adversaires, évitez peut-être de vous entraîner à côté d'un précipice mortel pour générer artificiellement de la tension. Zuko réalise que Zhao l'a doublé et se dirige vers l'île de Kyoshi. Sokka et Suki continuent de flirter sans conflit et Aang apprend à méditer pour rencontrer Kyoshi. Et c'est une scène qui souligne vraiment le problème avec le personnage d'Aang. Kyoshi, c'est l'opposé de Aang. C'est une avatar de la terre, l'élément opposé à l'air. C'est une guerrière impitoyable, il est un moine pacifiste. Et tout ça se traduit aussi dans leur tempérament. Kyoshi est sérieuse et obsédée par ses responsabilités, Aang est un bout en train qui les a fuis. Sauf dans la série où Aang est un dépressif obsédé par ses responsabilités et où il se fait déchirer par Kyoshi. Le Aang du dessin animé a des valeurs. Quand Kyoshi lui dit que l'avatar doit tuer des gens, il proteste, il défend son point de vue. I knew I shouldn't have asked Kyoshi. Le Aang de la série dit « Oui madame, pardon madame ». Du conflit, oui je connais, c'est le truc qu'on fait avec des oignons. Pendant leur trajet en bateau, Zuko et Iroh prennent le temps de nous faire un dialogue d'exposition sur leur backstory et leurs objectifs. Vraiment le truc que tout le monde aimait chez Zuko quand il faisait des longs monologues à la caméra pour expliquer à quel point il est triste et il veut rentrer à la maison. Sokka et Suki sont sur le point de s'embrasser sous le regard bienveillant de la maman quand la cloche sonne pour indiquer que le village est sous attaque. Attention, ce n'est pas un obstacle à leur amour, c'est un délai, purement dû au hasard.
et au fait que les scénaristes gardent le bisou pour la conclusion. Donc pendant que Aang se fait déchirer par Kyoshi sans protester, les bateaux de la Nation du Feu débarquent et Katara n'arrive pas à le réveiller. Elle va donc être obligée de faire quelque chose toute seule. Enfin, Zhao et ses hommes envahissent le village pendant que Zuko se dirige vers la statue de Kyoshi. J'adore comment la bagarre commence au village. Pour le contexte, Aang n'est pas dans le village, donc il ne risque pas de le trouver. Sokka est complètement visible derrière, donc vraiment si les hommes de Zhao fouillent, ils ne trouveront rien de plus. Zhao demande la permission, que la mère de Suki lui donne, et dès qu'un soldat passe à côté d'elle, elle le yeet à travers la rue. Bon oui, les gentils se laissent pas brutaliser par les méchants, c'est un classique. Mais le personnage qui est défini depuis le début de l'épisode comme ayant une peur, c'est que le village soit mis en danger par des étrangers, a une opportunité de laisser la situation se résoudre pacifiquement, sans même trahir Aang, et elle choisit la violence. Ma théorie, c'est que dans chaque maison, les villageois stockent des tonnes de drogues illégales. Pendant ce temps, Katara voit que Zuko et ses hommes arrivent, elle se met donc à couvert pour garder l'élément de surprise. Ah non, elle reste plantée là jusqu'à ce que Zuko la voie. Bordel, donner du sucre à cette pauvre gamine, elle est en hypoglycémie depuis 3 jours là. Kyoshi montre à Aang une vision du dernier épisode pour s'assurer qu'il reste bien déprimé tout le long de la série, pendant que Suki et Sokka se battent côte à côte. Vous voyez quand deux personnages mettent leur conflit de côté et se battent ensemble face à une menace plus grande? Bah là non, parce qu'il n'y a pas de conflit, donc circuler, y a rien d'intéressant à voir. Oh, Momo est dans cette scène, il jette des cailloux sur les méchants, et il arrête d'exister immédiatement après. Attendez, vous voyez le moment où un méchant est sur le point d'attaquer vicieusement un gentil dans le dos, mais son camarade s'interpose héroïquement et prend le coup à sa place? Ben c'est pas ce qui se passe, Sokka a apparemment déjà joué à Zelda, et renvoie la boule de feu d'un coup d'éventail. Et il y a un ralenti dramatique pour aucune raison, parce qu'il s'est rien passé de dramatique en fait. La réaction de Zhao à ça, c'est de fixer Sokka en silence, puis on coupe sur Suki et lui qui se mettent à couvert. Genre Zhao est tellement humilié que Sokka ait renvoyé sa boule de feu qu'il essaye même pas une deuxième attaque ou de les suivre, ou d'ordonner à ses hommes de les suivre. Vous vous souvenez quand je parlais des échelles de puissance? Bon bah Sokka est capable de tenir tête au grand méchant de l'arc. La menace est totale. Mais apparemment la situation est quand même désespérée et la mère de Suki demande où est l'avatar, toujours en train de se faire démonter par Kyoshi. Katara se tient devant Zuko. Heureusement pour elle, il y a un ruisseau juste à côté parce qu'elle a pas encore pensé à l'idée complexe de se balader avec une gourde pour pouvoir toujours utiliser son pouvoir qui nécessite de l'eau, et elle couche 4 hommes adultes en les éclaboussant. Échelle de puissance de malade. Zuko contre-attaque, la poussant à s'enfuir et se rouler en position fétale par terre. Mesdames et messieurs, voilà ce que cette série fait du personnage féminin qui a servi de modèle de force et d'indépendance à toute une génération. Heureusement qu'ils ont enlevé le sexisme de leur histoire, dites donc. Donc Katara pleure en ayant des flashbacks traumatiques pendant que Zuko décide de prendre tout son temps pour bien prononcer chaque mot afin de laisser le temps à Aang de se réveiller. Kyoshi possède donc le corps de Aang et se manifeste dans la réalité, ce qui est une idée originale de la série. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Transformer le pouvoir de l'Avatar State pour permettre aux anciennes incarnations d'apparaître et de se battre à l'écran, c'est cool. C'est une frustration que j'ai personnellement ressentie dans le dessin animé de pas assez voir les anciens avatars en action. Donc encore un bon point pour la série. Kyoshi gère le combat de Katara à sa place, puis sauve le village dans une scène très cool de maîtrise des 4 éléments qui nous annonce le pouvoir potentiel que Aang peut développer. Par contre, elle en fait un peu beaucoup pour gérer 5 mecs alors qu'on a vu plus tôt qu'une petite éclaboussure suffisait pour en allonger 4. Les échelles de puissance. Zhao décide de s'enfuir avant que Sokka n'intervienne et Aang redevient Aang, c'est-à-dire Monsieur tout est de ma faute. This is all my fault. Tous les villageois font un remake du Retour du Roi, ce qui est pas très efficace quand l'intrigue vient d'être résolue par un énorme Deus Ex Machina. Puis Sokka et Suki se roulent un patin. Waouh, quelle surprise et quelle fin satisfaisante à une histoire bien ficelée. Je suis sûr qu'il ne l'oubliera jamais et ne sera pas passé à une autre meuf d'ici quelques épisodes. Nos héros s'envolent vers d'autres cieux et Katara revient sur le conflit du début de l'épisode en demandant si Sokka ne veut plus rentrer à la maison. Donc, deuxième round, les événements de l'épisode ont convaincu Sokka pour de bon. Qu'est-ce qui lui fait abandonner sa responsabilité pour le village ? La même raison que pour tous les étudiants qui partent en Erasmus, la possibilité de pécho facilement des petites étrangères. Mais comme les scénaristes ont très peur qu'on ait des trous dans le scénario, vraiment la priorité absolue, Sokka demande à Aang s'il va encore se transformer en Kyoshi dans un dialogue très naturel, et Aang répond qu'il ne peut plus le faire, c'est Kyoshi qui lui a dit hors champ, donc vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Je suis scénariste! Ah, Momo s'est de nouveau matérialisé dans la réalité. Du côté des méchants, Zhao s'explique auprès de Zuko et Iroh qui décident de faire confiance à cette personne qui s'exprime clairement comme une personne de confiance et pas un méchant caricatural de dessin animé. Et comme encore une fois les spectateurs sont des poissons rouges, il trahit littéralement une seconde plus tard. Vous imaginez genre si on laissait du temps entre deux événements? Ce serait terrible, on comprendrait plus rien. Donc le Seigneur du Feu est prévenu du retour de l'Avatar. The Avatar has returned. Désolé, ça marche juste trop bien. On va finir sur ce petit point pour l'épisode 2, la série ne joue pas le mystère avec Ozai. Alors dans le dessin animé, on ne découvre pas le visage du grand méchant avant la dernière saison, et si je me souviens bien, même son nom reste secret. On parle juste du Seigneur du Feu. C'est pas pour sortir une grosse révélation derrière, c'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà, y a pas de twist. Tu es quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
Salaud, tu cachais bien ton jeu. Comment as-tu? Non, attends, tu es quelqu'un qu'on n'a jamais vu? La raison de cette rétention d'informations, elle est tonale. Le Seigneur du Feu, sans nom ni visage, est une menace tapie dans l'ombre qui plane sur toute l'histoire. On ne révèle son identité que lorsque l'affrontement avec cette menace devient inévitable. C'est plus facile à faire en animation qu'en live action, c'est un point que je concède à la série. Surtout que quand on embauche Daniel Dae Kim, on a envie de montrer Daniel Dae Kim. Mais on le verra, en montrant Ozai, la série se libère complètement de cette contrainte. Elle va donc beaucoup le faire apparaître dans l'histoire en lui donnant des scènes originales sur lesquelles on reviendra. C'est un choix, encore une fois, mais vous noterez que jusqu'ici, rares sont les choix faits par cette série qui m'ont convaincu. Ça s'appelle un effet d'annonce, ce que je fais là. Je suis scénariste! Bref, avant l'épisode 3, faisons un petit interlude sympa. Petit interlude, sympa, petit interlude, sympa, petit interlude, c'est très sympa. C'est vraiment sympa. On commence l'épisode 3 dans la capitale de la Nation du Feu, où un groupe de révolutionnaires décide que la merguez du barbecue aujourd'hui sera le Seigneur du Feu. Heureusement pour eux, ils ont un contact au palais, cette jeune fille qui n'est absolument pas suspicieuse. Ils vont donc tenter à... C'est raté. En effet, la jeune fille absolument pas suspicieuse était en réalité une espionne. Qui aurait pu prédire? Ozai fait donc un discours aux révolutionnaires pour défendre son règne. Et on en revient à ce choix d'introduire Ozai plus tôt dans le récit. Ce n'est plus une menace invisible, donc on doit en faire un personnage. Et encore une fois, on n'est pas exactement sur le même personnage que dans le dessin animé. Je vais pas parler de sa backstory parce que la série ne l'adapte pas dans la saison 1, mais qui est Ozai dans le dessin animé? C'est le père de Zuko, oui, mais c'est surtout le leader de la Nation du Feu. Il est aussi cruel que puissant, et sa force n'a d'égal que son esprit de grand stratège. C'est le big boss, quoi. Mais ce que n'est pas Ozai, c'est un politicien. On ne le voit jamais gérer les petites intrigues de palais. C'est un général et un maître du feu surpuissant, pas Littlefinger. Ozai est un obstacle physique, on doit l'affronter par le combat. Je dis pas qu'il n'y a pas la place pour qu'il soit aussi très doué en politique et en intrigue de palais, c'est juste que ce n'est pas ce que le dessin animé essaye de raconter avec ce personnage. La série, ayant inclus le personnage plus tôt, mais n'ayant rien à lui donner à faire pour ne pas trop dévier du récit qu'elle adapte, va être forcée de donner à ce personnage immense de toutes petites intrigues, d'où cette scène originale avec les révolutionnaires. Et donc on a Ozai qui va dire ses intentions, les enjeux de sa conquête, l'idéologie qu'il défend, et donc discours de méchant classique face à des figurants. De 1, c'est chiant, le Ozai du dessin animé aurait immédiatement cramé vif les mecs à la seconde où il serait rentré, parce que c'était une force inarrêtable et sans scrupules, mais de 2, Ozai se fait bolos dans cette scène. Figurant lui dit que la paix qu'il cherche se fait au prix de grandes pertes, et Ozai, notre grand méchant inarrêtable et sans scrupules, est visiblement blessé par cette phrase. Et il répond « Do not speak to me of loss. » Ah, donc je dois parler de la backstory d'Ozai finalement. Donc pour faire court, on découvre à la fin de la saison 3 que derrière la menace inarrêtable et sans scrupules, il y a un homme blessé par l'amour de sa vie. Oui, encore une fois, de la profondeur qui doit être immédiatement mise en surface. Parce que sinon les gens vont croire que le personnage est un méchant générique. Il faut immédiatement que la série fasse allusion à la souffrance censée être cachée de Ozai. Tu sens les scénaristes qui ont confiance dans ce qu'ils écrivent. C'est peut-être le moment de parler des thèmes du récit. Avatar aborde énormément de thèmes, c'est une œuvre très complète. Mais le thème le plus important en ce qui concerne les personnages, c'est de ne pas se fier aux apparences et que chaque personne cache une souffrance. Aang refoule ses responsabilités et ses peurs derrière son sourire. Katara cache son deuil et sa frustration d'avoir dû assumer le rôle maternel. Sokka se crée une personnalité arrogante et machiste pour compenser l'absence de son père. Zuko cache sa sensibilité et son désir de connexion derrière sa colère. Y a pas un seul personnage principal qui n'a pas un ou plusieurs épisodes dédiés à ce qui se cache sous la surface. Et c'est essentiel à la philosophie de Aang qui mène à la conclusion du récit. Comme chacun cache ses souffrances, il ne faut pas chercher à punir ou à venger, mais à apaiser, à comprendre. Donc j'ai très hâte de voir comment la série va gérer ça, vu que rien n'est caché. Tous les personnages sont à fleur de peau et il suffit qu'un mec utilise le mot perte pour déstabiliser le grand méchant. Tu vas chialer? Enfin bon. Il se trouve que l'espionne n'est nulle autre que... Azula. Oui, ils refont le coup de la musique dramatique quand on dit le nom d'un personnage du dessin animé. Encore une fois, ils introduisent un personnage plus tôt. Azula apparaissait pour la première fois sans être nommée à la fin de la saison 1, et elle joue un rôle dans l'histoire à partir de la saison 2. Devinez quoi? Elle n'a rien à faire de cette saison, évidemment, comme Ozai, et va donc apparaître dans des scènes qui affaiblissent la menace qu'elle pourrait représenter, puisqu'elle ne peut rien faire de trop impactant. Attendez, on va quand même pas écrire notre propre truc, on est quoi? Des scénaristes? Comment ça, oui? Oh merde.
Figurant s'emporte et essaye de faire un monologue de héros shonen, mais Ozai le brûle vif avec tous ses amis, enfin une action qui ressemble au personnage de base, puis le Seigneur du Feu dit à Azula que Zuko a retrouvé l'avatar comme il lui avait demandé. Et c'est marrant parce que ça initie l'arc d'Azula pour cette saison. Dans le dessin animé, Azula est la favorite d'Ozai, elle fait tout bien, c'est une prodige, et elle existe ainsi en parallèle de son frère Zuko. Ce n'est qu'après le retour de Zuko à la fin de la saison 2 que son statut de préféré s'effondre, et qu'on commence à voir que cette prodige cache une fragilité émotionnelle et une jalousie profonde pour son frère, au point où elle devient folle quand son père la rejette. Tant de choses sous la surface qui apparaissent au bout de 5 minutes dans l'épisode 3 de la saison 1. C'est un sketch à ce niveau. Alors de 1, il y a ce côté remettre la profondeur directement à la surface, mais de 2, il y a aussi le fait qu'en donnant à Azula un arc où elle est inférieure à Zuko, plus tard on la verra aussi s'entraîner et être qualifiée de médiocre par son père, on la rend bien moins menaçante. Mais surtout, de 3, on casse complètement son personnage. Azula, c'est une prodige qui n'a jamais rencontré un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre. Quand on la rencontre dans le dessin animé, elle est surpuissante et a une confiance en elle terrible. On ne la voit pas apprendre la maîtrise de la foudre, elle débarque en le faisant, quand on ne sait même pas que c'est possible. Ça la place immédiatement au sommet de l'échelle de puissance. Et c'est important pour la suite. Comme elle ne connaît pas l'échec, qu'elle a toujours eu le respect et les faveurs de son père, quand elle échoue enfin et que ce dernier la rejette, c'est un choc terrible qui justifie son pétage de plomb. Du coup, si un jour la série atteint la saison 3, et apparemment ça va arriver, et tente ce développement, ben ça va pas marcher. Parce qu'on aura vu dans la saison 1 que son père la traite déjà comme une moins que rien et joue avec ses émotions en permanence. Elle peut pas tomber de haut de la même façon si elle a déjà été en bas. Mais bon, cette série semble très déterminée à assassiner tous les personnages féminins du dessin animé. En parlant de personnages féminins assassinés, justement, Katara est en train de s'entraîner au bord d'une rivière avec le parchemin. Malheureusement, cette empotée est incapable d'utiliser le fouet d'eau. Heureusement, Aang arrive pour apprendre à la demoiselle comment bien faire les choses. Pour rappel, dans le dessin animé, c'est Katara qui apprend la maîtrise de l'eau à Aang. Alors oui, elle est frustrée parce qu'il s'en sort mieux qu'elle, mais au moins ça sert à indiquer que Katara s'entraîne assidûment. Tandis qu'Aang est un prodige naturel de par son statut d'avatar. Accessoirement, si vous vouliez voir Aang maîtriser l'eau dans cette série, ça n'arrivera pas une seule fois. Par contre, il s'emmerde pas pour donner des conseils à Katara. Mais elle n'y arrive pas, car elle a des traumatismes. Oui, c'est sérieux, ils ont pompé X-Men le commencement. Sokka regarde amoureusement l'éventail que Suki lui a offert parce qu'il ne l'a pas encore oublié, vous inquiétez pas, ça va pas durer, quand Aang croit voir un maître de l'air au loin. Alors la série fait le choix de mélanger 4 intrigues différentes du dessin animé, dont une de la saison 2. On va donc avoir Omashu, les ingénieurs, la bande de Jet et la grotte des taupes blaireaux condensés dans 2 épisodes. Encore une fois, c'est pour couvrir plus de terrain en moins de temps, pas de souci pour moi. Regardez, il y a le marchand de choux, trop drôle, vraiment un running gag de qualité. Genre, il vend des choux et on renverse ses choux, alors il dit « Non, mes choux !» C'était super marrant dans le dessin animé. Donc nos amis rencontrent un beau jeune homme qui les fait rentrer dans la ville et ce coup-ci c'est au tour de Katara d'être ornie. Et j'ai vu beaucoup de gens complimenter les décors de Mashu, c'est vrai que c'est très joli, mais j'avoue avoir du mal à passer outre l'éclairage qui hurle « Ça a été tourné dans un volume et tout fait faux ». Donc Aang retrouve Tao, le gamin qui vole en fauteuil, et soudain tout explose. Aang et Katara utilisent leur pouvoir pour éteindre les flammes et le père de Tao débarque en criant, et petit point pour la série, même si je devrais pas, juste parce que j'aime trop voir la bouille de Danny Pudi. Son personnage a sans doute un nom, mais je vais l'appeler Abed à partir de maintenant, et rétroactivement, le personnage du dessin animé sera également désormais connu sous le nom de Abed. Ils vont chez Abed et Tao, et ce dernier est ravi d'apprendre qu'il y a un maître de l'air, car ça veut dire qu'ils peuvent enfin massacrer tous ces salauds de la Nation du Feu. Ce gamin est radicalisé. On appréciera la réponse de notre héros pacifique à cette rhétorique, qui est un sourire gêné. Vraiment un homme de conviction. Sokka découvre les inventions d'Abed et obtient un nouveau trait de personnalité, ingénieur. Avant de partir, Tao leur demande de faire payer les maîtres du feu, ce qui génère encore une super réaction de la part de notre avatar, et Abed réussit à m'arracher le premier soufflement de nez sincère devant une blague de cette série. Those are for cleaning under your toenails. It can get bloody. Il tombe sur les dégâts de l'explosion et Aang nous explique que Omashu c'était mieux avant et il nous refait un discours sur la responsabilité. Puis ils reviennent chez Abed, ce qui est hilarant. Pour récapituler, ils étaient dehors sur les lieux de l'explosion, puis ils sont rentrés, puis ils sont sortis pour le monologue de Aang, puis ils sont re-rentrés. Aang leur dit qu'il est l'avatar et on coupe avant leur réaction pour retrouver Azula qui complexe. On a également Ty Lee et Mai, je vous dis leur nom parce que la série n'en prend pas la peine, puisque vous avez déjà vu le dessin animé de toute façon. Le cliché de l'archer qui fend sa propre flèche par contre, j'avoue, j'aime bien. Et on revient chez Abed pour voir la réaction à la révélation de l'avatar, je vous jure ça me fait beaucoup rire ces allers-retours, pour que Tao fasse très subtilement allusion à une future révélation. Je vous jure le dialogue c'est limite « Heureusement que tu n'es pas un traître papa et que tu ne vends pas d'armes à l'ennemi !» Puis Tao dit qu'il a une idée d'où pourraient se cacher les terroristes. Comment il sait ça? J'en sais rien, je suis pas scénariste.
Comment ça toujours? Mais merde! Pendant ce temps, Zhao a appris que l'avatar était à Omashu. Comment l'information a pu aller aussi vite? Le pigeon bending? Bref, Omashu est un territoire ennemi, impossible d'y envoyer l'armée. Zuko et Iroh décident donc d'y aller sous couverture. Katara voit Abed discuter suspicieusement avec l'espion le moins discret du monde. « J'apporte une capuche rouge et j'utilise mes pouvoirs. Personne ne devinera que je suis de la Nation du Feu !» Elle essaye de s'approcher, mais le beau jeune homme de tout à l'heure l'arrête et lui explique que c'est un espion de la Nation du Feu. Parce que c'était vraiment difficile à comprendre avec la capuche rouge et la maîtrise du feu. Le jeune homme utilise ses incroyables pouvoirs de déduction pour deviner que Abed est un traître et entraîne Katara dans sa poursuite de l'espion. J'adore ce moment où elle dit Sokka and Aang, they're in danger. I've got to warn them. Vu que de ce qu'elle vient d'apprendre, il loge chez un informateur de la Nation du Feu. Et le gars lui dit They'll be fine. Ce qui marche. Le mec enlève sa cape et sort ses épées parce qu'il en a apparemment plus rien à foutre d'être discret et Katara lui demande qui il est. You can call me Jet. Ils ont refait le truc du prénom et de la musique dramatique, c'est insupportable. Et du coup, comme Katara est une fan du dessin animé, elle décide de suivre Jet. Aang et Tao volent jusqu'à l'autre extrémité du fond vert, tandis que Jet et Katara rattrapent l'espion, et attention, encore un cliché que j'adore. Good thing I brought friends then. Je suis désolé, chaque fois que je vois ça, je pense aux mecs cachés derrière leurs arbres en mode Tihi. Donc baston, et heureusement pour Katara, il y a une flaque juste à côté parce que pour la deuxième fois, cette maîtresse de l'eau n'a pas encore pensé au concept de gourde. Tout devrait bien se passer, ils sont 3 et on l'a déjà vu allonger 4 mecs d'un coup avec un peu d'eau. Bonjour. Non, désolé, la cohérence des échelles de pouvoir, c'est la maison d'à côté. Au revoir. Heureusement, Jet a utilisé le même cliché des copains qui se cachaient derrière les arbres. Genre ce colosse qui fait littéralement des bruits de Godzilla en marchant réussit à faire une sneak attack. C'est hilarant parce que clairement la réal en avait rien à foutre et on dirait que chaque gamin qui apparaît se téléporte dans la bagarre. Donc les enfants perdus gagnent et Jet dit qu'ils sont les gentils, puis le colosse traîne un des ennemis par la jambe. Là, Katara demande où il l'emmène et attention, voilà ce que Jet répond. Don't worry. Pipsqueak knows how to take out the garbage. Et elle le suit en souriant. Inquiète-toi un peu plus, ma fille, s'il te plaît. Pendant que Sokka et Abed bricolent des maquettes, Aang et Tao arrivent à la grotte des terroristes. Katara découvre la forêt de Sherwood où Jet lui explique que c'était mieux avant et que le roi est devenu sénile et qu'ils sont des combattants de la liberté. Wouh! Dans le repère des terroristes, Aang et Tao trouvent des explosifs et Aang trouve un déguisement identique à celui que Jet lui avait prêté. Le même Jet qui est en train de raconter sa backstory à Katara. Katara a une réaction au passé tragique où Jet a vu ses 2 parents mourir. Waouh, vraiment un personnage fort et digne d'admiration. Ah le bâtard, il utilise la technique du plaid, c'est sûr, maintenant elle va parler. Donc Katara raconte la mort de sa mère et explique que le traumatisme l'empêche de maîtriser l'eau. Charles Xavier, Jet, lui explique que ses émotions doivent être au service de ses pouvoirs. Oui, ils refont premier degré la scène de X-Men le commencement. Zuko et Iroh s'infiltrent dans Omashu et Azula écrit une lettre pour demander à Zhao de l'informer des actions de son frère. Ah oui, Azula, un personnage adoré pour sa calligraphie. Aang revient paniqué chez Abed et demande à Sokka où est Katara, mais il sait juste que Abed est allé présenter une maquette au roi d'Omashu. On va aussi supposer qu'il a laissé le gamin handicapé tout seul dans la grotte des terroristes parce qu'il est pas revenu avec lui. Aang lui montre les explosifs et le déguisement qui prouve la culpabilité de Jet, quand soudain Katara débarque en disant qu'elle sait qui a causé l'explosion. Donc on a un quiproquo typique entre des personnages qui possèdent chacun une pièce du puzzle. Katara sait que Abed est un espion, Aang et Sokka savent que Jet a causé l'explosion. Si c'était bien écrit, ça pourrait faire une scène intéressante. Sauf que, encore une fois, Sokka a tous les bons arguments et Katara dit de la merde, pendant que Aang déprime en fond. Belle équipe. Katara dit I'm so sick of you treating me like I'm a little girl. Sokka répond Then grow up. Et elle se barre pour prouver qu'elle a raison. Elle repère un des enfants perdus et se fait repérer par Zuko. Elle retrouve Jet qui confesse immédiatement ses actes de terrorisme et a prévu de faire exploser Abed. C'est pas ok, pas touche à Abed. Ah mais il est là le gamin. Attendez, il était avec Aang dans la grotte. Puis Aang revient chez Abed et il est déjà parti pour voir le roi. À quel moment Tao s'est séparé de Aang pour le rejoindre? Et pourquoi Aang ne sait pas où est Abed? Genre Tao lui aurait dit au moment où ils sont séparés? Ou alors on doit supposer que Tao est arrivé avant Aang, puis est parti avec son père sans dire à aucun des deux qu'ils ont trouvé des explosifs dans le repère des terroristes? Bon ben, on va supposer qu'en plus de son handicap moteur, il souffre d'amnésie ponctuelle et a oublié les événements auxquels il a participé pour pouvoir rejoindre son père. Super bien écrit. Les enfants perdus échangent la valise d'Abed avec une valise explosive qui suinte vert. La réaction de Katara en apprenant ça? You're going to blow him up? Yes, grosse révélation, ton crush vient de te dire qu'il va faire exploser un type et toi tu réponds Metal Gear? Elle jette son plaid par terre et s'en va.
pas le plaid. Jet la laisse partir, après tout elle est juste au courant de son plan, ça risque quoi. Donc Katara retourne chez Abed et je vais mourir de rire, les deux autres cons étaient assis à l'attendre. Je rappelle que de leur côté, ils savent que Jet est un terroriste qui prépare une attaque et que Katara est parti le rejoindre. Désolé mais Aang et Sokka du dessin animé l'auraient suivi pour vérifier qu'elle va bien. Mais non, eux ils restent comme des glands en stand-by parce que le scénario doit avancer sans eux. Bon, donc Katara les invite à participer au scénario, mais Zuko les attaque. Aang décide de l'affronter seul pendant que Katara et Sokka vont arrêter Jet. Donc Aang et Zuko font un combat qui est un étrange mélange entre Zack Snyder et Jackie Chan, pendant que Sokka et Katara rejoignent le palais en bobsleigh. J'adore comme Sokka explique pendant la scène d'action le principe de ces wagons parce que l'épisode avait oublié de le faire avant. Planter, récolter, oula, vous utilisez des termes bien trop techniques, hein, je suis pas scénario... Ah bah si, merde. Durant le combat, Zuko réalise que c'est Aang qui a volé son cahier. C'est-à-dire qu'avant ça, il avait pas fait le lien entre le moment où Aang s'est enfui de son bateau et celui juste après où son cahier avait disparu. Bravo, inspecteur Zuko. Et ça l'énerve tellement qu'il utilise ses pouvoirs de feu et se fait repérer par les gardes. Ah, et il brûle les choux. D'ailleurs, ils ont fait une petite règle de 3, les 2 premières fois, il n'arrive pas à sortir sa phrase et c'est seulement là qu'il termine sa réplique. Cette série nous a fait edger avec la réplique des choux. Si vous ne savez pas ce que veut dire edger, ne regardez pas sur Google s'il vous plaît. Katara et Sokka arrivent au palais et voient Abed, le roi et l'un des enfants perdus, sur le point de tirer une flèche enflammée sur la valise explosive et stop! Ok, donc tout le plan des enfants perdus pour assassiner le roi repose sur le fait que ce gamin doit atteindre le palais avec son arc et ses flèches et ne pas se faire repérer jusqu'au moment où le roi est visible. Alors, je suis pas un spécialiste en coup d'état, hein, mais si tu peux avoir un mec avec un arc et des flèches à portée du roi, pourquoi tu veux utiliser une valise explosive en fait? C'est pas genre rajouter des étapes inutiles et de gros risques de se faire choper ou de voir son plan interrompu, sans parler des éventuels dommages collatéraux et victimes innocentes? Genre le mec qui pousse le fauteuil du roi et l'enfant handicapé sont vraiment des morts inévitables? Vous pouvez pas juste tirer sur le roi? Enfin il est là quoi, à portée de flèche, ce serait plus simple, non? Heureusement pour Katara, 3e fois, il y a une fontaine à proximité vu que la gourde n'est pas juste un moyen de transporter de l'eau. Et elle utilise sa maîtrise de l'eau pour éteindre la flèche enflammée qui s'enfonce dans la valise sans l'exploser. Alors pardon, on est d'accord que si le mec avait visé le roi, même avec l'intervention de Katara, il l'aurait tué. Je demande juste. Aang éteint le feu causé par Zuko qui est forcé de fuir par son oncle. Ce dernier, voyant la garde approcher, pousse Zuko et envoie un jet de flamme pour être arrêté à sa place. Zuko quitte Omashu tandis qu'Iroh est pourchassé par les gardes, qui arrêtent également Aang. Fin de l'épisode 3. Et on va enchaîner direct avec l'épisode 4, on n'a même pas le temps pour un petit interlude sympa, je suis navré. Aang est donc en prison et coïncidence, dans la cellule d'en face, il y a l'oncle Iroh. En remarquant que Zuko n'est pas là, Aang dit He started the fight and left you behind and ran away. I'm really starting to see what kind of person he is. Parce que l'épisode a besoin de téléphoner tout ce qui va se passer dans son intrigue. Au milieu de la conversation, on entend des cris de torture au loin pour créer de la tension à une ambiance terrifiante. Faudra juste pas trop y repenser à la fin de l'épisode parce que les scénaristes auront oublié d'ici là. Sokka confronte Abed pour avoir travaillé avec l'ennemi. Abed lui répond en lui expliquant sa propre backstory, je vais pas me moquer, pour une fois qu'ils font de l'exposition qui a un peu de rapport avec la scène, c'est déjà un plus. Mais comme les scénaristes ne savent pas comment finir cette discussion, Katara débarque et annonce qu'elle a retrouvé Aang, il est en prison. Comment elle l'a retrouvé? Zuko assomme un garde d'Omashu et vole son uniforme, ce qui nous montre clairement qu'il va essayer de sauver son oncle. La scène suivante est un flashback 100 ans auparavant qui nous montre une interaction entre Aang et son ami Bumi. En prison, Aang dit à Iroh qu'il aime les parties d'Omashu qui sont moins déprimantes. Te fous pas de la gueule du monde, tu rends tout déprimant gamin. Seems pretty dark on all the sides these days. Mais retourne écouter The Cure dans ta chambre! Et bordel, on en revient à ce que je disais sur la profondeur et la surface. Aang demande à Iroh pourquoi la Nation du Feu continue la guerre et en 2 phrases, Iroh doit sous-entendre qu'il a perdu quelqu'un dans cette guerre. C'est dingue comme cette série a absolument aucune confiance dans ses personnages. Si je montre pas immédiatement que Iroh a un passé tragique, les gens vont pas l'aimer. C'est un problème qui n'existe que parce que vous avez atténué tous les traits qui le rendaient aimable. Dans le dessin animé, on s'attache à lui parce qu'il est jovial, bienveillant, patient. Et ensuite, on a le cœur déchiré en apprenant sa backstory. C'est d'autant plus fort que c'est arrivé à un personnage jovial. Là, je vous mets au défi de trouver une scène où il est pas au bord des larmes. Et bordel, la série joue le thème de Leaves from the Vine et ça m'énerve. Parce que c'est complètement putassier. Ce leitmotiv, il est associé au deuil d'Iroh. On l'entend pour la première fois dans l'épisode où on apprend la mort de son fils et c'est Iroh lui-même qui la chante à un enfant qui pleure pour l'apaiser. Dans cet épisode, on le voit aider plein de gens dans Ba Sing Se, la ville qu'il avait lui-même assiégée par le passé. Et à la fin, il s'adresse à son fils et exprime ses regrets de ne pas avoir pu l'aider lui. Et il rechante la chanson en pleurant cette fois-ci. Et on comprend qu'elle parle de son fils. La scène finit avec un hommage à Mako, l'acteur original qui faisait la voix de l'oncle Iroh, qui est malheureusement décédé durant la production du dessin animé. Est-ce que je chiale à chaque fois que je vois cet épisode et même en revisionnant l'extrait pour écrire cette vidéo?
évidemment. Mais ce leitmotiv, il a été construit amoureusement avec délicatesse par le dessin animé pour évoquer la douleur d'un père endeuillé. C'est une merveille de storytelling. Alors pourquoi ne pas juste le reprendre tel quel et le sortir l'air de rien pour jouer sur la nostalgie et les émotions des fans du dessin animé? Après tout, le travail a déjà été fait, il n'y a plus qu'à servir. La série ne mérite pas d'utiliser le leitmotiv. Elle le prend, le sort de son contexte et l'utilise sans avoir pris la peine de raconter l'histoire qui va avec. C'est une référence orpheline au sein du récit. Et ça m'énerve à un point, vous avez pas idée. Bref, Katara et Sokka veulent sauver Aang, mais le seul moyen de rejoindre le palais, c'est via des tunnels secrets et hantés. C'est vraiment pratique que les premières personnes qu'ils ont rencontrées à Omashu possèdent toutes les informations nécessaires à faire avancer l'intrigue. Mais je pinaille là. Iroh est emmené au trou et est assez sympa pour faire un paragraphe d'exposition à Aang sur l'endroit où on l'emmène juste avant de partir. C'est dingue, c'est pas des personnages, c'est des lignes de texte. Et le garde élu, personne que tu as le moins envie de voir s'occuper d'un enfant sans supervision, annonce à Aang qu'il va rencontrer le roi. Pendant que Sokka regarde les plans des tunnels, Abed reçoit un message de son contact dans la Nation du Feu, qui du coup s'est apparemment échappé du camp des enfants perdus hors champ. Sokka et Tao le convainquent de trahir la Nation du Feu et d'enfin se révolter. Alors en soi, j'ai rien à dire de mauvais sur ce point, c'est pas une critique de l'écriture de la série, c'est juste très drôle de revoir cette scène quand on sait comment la saison se termine pour Omashu. Aang rencontre le roi et son incroyable maquillage de vieillard, et une minute plus tard, Aang reconnaît son vieil ami Bumi, et bordel, cette série ne peut pas faire durer un mystère plus d'une minute. Ok, dans le dessin animé, Aang passe tout l'épisode à affronter ce vieux roi lunatique, qui est clairement l'antagoniste de l'intrigue, pour qu'à la fin, il avoue être Bumi et avoir joué cette mascarade pour mettre Aang à l'épreuve et ainsi prouver qu'il est digne de sauver le monde. L'intérêt de cette révélation, c'est de générer de la tension. De ce qu'on sait, c'est un vieux fou dangereux qui veut du mal à nos héros. Vous allez me dire, oui, mais on a déjà vu le dessin animé, on sait déjà. Ce à quoi je répondrais de 1, que la série n'a pas à se baser sur notre connaissance du dessin animé et doit raconter sa propre histoire toute seule comme une grande, et de 2, même si le spectateur sait, il y a un intérêt narratif à ce que les personnages, dans la diégèse, l'ignorent. Parce que du coup, maintenant, pour Aang, c'est plus un vieux roi fou qui s'en prend à lui sans raison, c'est son ami d'enfance qui a pété un boulon et lui veut du mal. C'est pas la même histoire. Surtout qu'on va le voir, cette version de Bumi est vraiment un gros bâtard. Dans le dessin animé, c'est un lunatique qui cache en fait un esprit encore vif et qui ne veut que le bien de Aang. Ici, il est juste méchant, sans raison, et il est clairement atteint de démence. Au moins ça colle avec le fait qu'on torture des types dans ses prisons. Accessoirement, l'acteur surjoue comme s'il était un personnage de dessin animé. Autant ça marche dans One Piece parce que l'univers est cartoonesque, même dans la série, autant là, à vouloir se créer un univers sérieux et sombre, ben ça rend ce genre de performance profondément dissonante. Et je vais encore chialer, la scène suivante, c'est Katara qui trouve une gourde. Ils en ont fait une scène, comme si c'était un truc de malade, genre elle a trouvé l'épée de légende. Jamais auparavant un maître de l'eau n'avait songé à transporter de l'eau partout où il allait. Vraiment l'esprit le plus vif de sa génération. Elle se retrouve alors face à face avec Jet qui est pas content parce qu'elle l'a pas laissé faire du terrorisme. Trop relou la meuf. Heureusement Katara a pris des cours de judo hors champ. Elle a également appris une toute nouvelle technique de glace. C'est vraiment ça que les gens adoraient dans Avatar, les nouveaux pouvoirs qui sortent de nulle part sans entraînement. Vraiment la série adorée pour son système de pouvoir pas trop strict avec des règles vagues. Au moins Katara a un peu de colonne vertébrale dans cette scène. Zuko arrive dans la prison et tombe sur le garde élu médaille d'or de molestation qui lui explique que dans une direction, il trouvera Aang et dans l'autre, Iroh. Pas le temps de niaiser, voilà ton dilemme, allez, on enchaîne. Et regardez comment il présente ça. What are you gonna do? Je ressens un conflit interne dans mon intérieur. Bumi tient un festin pour Aang et fait plein de jeux de mots douteux. Et bon, oui, ils sont nuls. Mais merde, vous aviez une occasion de faire sourire Aang. Genre jusqu'ici, il a retrouvé son ami d'enfance, qui lui tient un festin, lui propose une option végétarienne et lui fait des blagues. Est-ce que ce gamin peut se détendre 2 secondes? Enfin, il sourit. Le sourire gêné de quelqu'un mal à l'aise. Ouh, on va compter ça comme du progrès. Et quand je disais que cette version de Bumi est vraiment méchant, je déconnais pas. Il commence par dire à Aang qu'il a eu de la chance de dormir pendant la guerre, Aang répond que tout son peuple a été massacré, et Bumi réplique avec une blague. Sur le peuple génocidé de Aang. Quel bâtard! Tu m'étonnes qu'il tire la gueule, pour une fois c'est justifié. Et bon, ils nous font un petit arc de personnage sur Bumi, en mode il a été rendu mauvais par 100 ans de guerre et de combat, ça l'a rendu aigri et méchant, parce que cette série est sombre et sérieuse. Mais comment on prend ce personnage au sérieux quand il ressemble à ça et parle comme ça? Have you watched your whole world burn down around you? Je suis vieux. Sokka et Katara partent dans les grottes et tombent sur un gang de hippies défoncés qui dansent dans une caverne. Je sais comment ce genre de truc finissent. Fuyez les enfants! On appréciera le fait que la voix chantée du mec ne colle pas du tout à sa voix parlée. Shake it. So dig a bit.
Et allez, c'est reparti pour de l'exposition, mais animée ce coup-ci. Parce que clairement, l'animation est la forme supérieure de fiction, cette série ne cesse de nous le prouver. Il finit en leur disant que l'amour est plus brillant dans les ténèbres et nos deux héros, gros guillemets sur héros, s'enfoncent dans les tunnels. Iroh est emmené en chariot au trou et il fait un peu son malin en les cherchant, ce qui est tout à fait le genre de Iroh. Chercher la merde et insulter les gens sans raison, c'est vraiment le personnage qu'on aime. Le garde s'arrête et prend le temps d'expliquer sa propre backstory à Iroh. Je vous jure, le nombre de fois où quelqu'un dans cette série raconte à un personnage qui il est, et genre il met bien les détails, hein, le titre de Dragon de l'Ouest, le nombre de jours exact du siège de Ba Sing Se, et hop, patate dans le bidou. Puis Iroh lâche un jeton qu'il a ramassé dans l'épisode précédent. Ce qui est très con d'attendre le moment où le chariot ne roule plus et où il vient d'attirer l'attention des gardes. C'est le moment où il a le plus de chances de se faire choper en laissant une piste. Bumi emprisonne Aang dans des cristaux maudits parce que c'est un bâtard, mais Aang s'en libère grâce à sa maîtrise de l'air. Je sais pas trop ce qui est censé être un test dans tout ça, donc je vais juste supposer qu'il le torture pour le fun. Zuko avance sur le chemin où vient de passer son oncle. On a donc la réponse à son dilemme de plus tôt, rien n'a changé, ce qui nous a été montré au début de l'épisode est toujours valable, on comprend qu'il va sauver Iroh. Donc, pas besoin de le dire à personne, tout seul dans les bois. I'm coming, uncle. Mais putain! Sokka et Katara avancent dans les tunnels et Sokka éteint leur lanterne pour suivre la piste des cristaux en se basant sur la logique de la formule. Mais comme les scénaristes ne savent pas gérer les bases d'un conflit, il faut que Katara devienne soudainement sceptique et remette en question la solution de Sokka. C'est-à-dire qu'il donne à Katara un trait de personnalité que non seulement elle n'a jamais eu auparavant, mais qui en plus va à l'encontre de ce qui a été établi auparavant. Dans les disputes précédentes, c'était elle l'optimiste. Mais non, d'un coup elle est pessimiste parce qu'il faut un conflit avec son frère qui devient soudainement l'optimiste alors qu'il a toujours été le réaliste des deux. Et pourquoi il y a ce conflit? Parce qu'il faut que Katara revienne sur la dispute de l'épisode précédent au sujet de Sokka qui ne la respecte pas. Et en vrai, si on oublie qu'ils sont censés être pressés pour sauver leur ami emprisonné, et donc que c'est peut-être pas le meilleur moment, il y avait une façon d'avoir cette dispute sans que ça pète la logique du récit et des personnages. Il suffisait qu'ils soient paumés avec leur lanterne et qu'ils commencent à s'engueuler à cause de ça. Puis qu'ils trouvent la solution des cristaux, mettant fin à la scène car ils ont une nouvelle piste à suivre. Là, ils découvrent une nouvelle piste et se disputent 2 secondes après. Cette scène est écrite à l'envers. Pourquoi? Parce que Katara a déjà regardé le dessin animé et qu'elle sait que c'est pas la bonne solution? Franchement, c'est la seule justification qui a du sens. Les personnages ne réagissent pas aux événements du récit comme s'ils le vivaient parce que la série a trop conscience du fait qu'on connaît le dessin animé et c'est mauvais, bordel! Donc bon, on a une scène émotive entre les deux personnages, mais elle est complètement incohérente. On retrouve Iroh et son garde qui racontent son passé à lui dans le siège de Ba Sing Se. Voyez là, ça marche. Personnage A raconte le passé de personnage A à personnage B. Pas le passé de personnage B, c'est pas si compliqué bon sang. Donc son frère est mort dans le siège de Ba Sing Se à cause de Iroh, ce qui explique pourquoi il le déteste. Et en vrai, si la scène c'était juste ça, une victime des actes de guerre de Iroh qu'il confronte, ce serait franchement super. Ça indique son lourd passé, ça nous fait voir la réaction qu'il a quand il fait face à ses erreurs, c'est vraiment bien et un truc qu'on n'a pas trop vu dans le dessin animé. Mais bon, déjà la réaction de Iroh c'est de se justifier et de provoquer le mec, zéro culpabilité, c'était la guerre, je faisais mon boulot. Bordel, ils ont regardé le dessin animé pour faire cette série. Comment ils en sont arrivés à la conclusion que ce personnage n'avait aucun remords pour ses crimes de guerre? Et comme c'est écrit avec la subtilité de Godzilla qui fait des claquettes, le mec dit You know nothing of loss. Oui, c'est pas une blague, ils ont recyclé la réplique de l'épisode précédent, et évidemment, on voit Iroh visiblement affecté par cette question, parce qu'il faut rien laisser en suspens. Mais pire que ça, la scène coupe sur un flashback qui commence littéralement par un figurant qui dit en off que Iroh a abandonné le siège après la mort de son fils. Je deviens fou! Cette scène pense que les spectateurs sont des débiles finis. Et le pire, c'est que le figurant dit ça à l'enterrement du fils d'Iroh. Sérieusement? Et une autre figurante lui répond pour lui dire ce que ça implique pour son statut au sein de la Nation du Feu. Ah! À cet enterrement, donc, Ozai dit à son frère qui vient de perdre son fils que c'est un glorieux sacrifice pour la nation. Bon, gros bâtard, mais ça colle au personnage. Puis Zuko nous fait une version miniature de son arc. Je déconne pas. Il arrive et dit un truc digne de son père sur l'honneur, puis il s'en va, réfléchit, et revient pour dire quelque chose de plus réconfortant et humain. Et bon, c'est mignon, mais c'est pas comme ça qu'on écrit une histoire, les amis. Le concept de tension et de relâchement, vous vous souvenez? L'un des points forts du dessin animé, c'est l'arc de rédemption de Zuko. Ce qui le rend si fort, c'est qu'on découvre la profondeur du personnage au fil de son arc. Plus on avance, plus on voit que derrière la colère et la fierté, il y a un gentil gamin qui a besoin de connexion humaine. La tension vient du fait qu'on ne sait pas immédiatement qu'il y a ce gentil gamin derrière l'antagoniste. Et le relâchement naît quand on le découvre. Alors, si vous faites un flashback qui nous montre ça dès le départ, il n'y a plus de tension. Il n'y aura pas de relâchement. On sait déjà, ils font vraiment tout à l'envers. Dans le dessin animé,
Le premier flashback de Zuko, c'est l'événement fondateur de sa backstory, l'Agni Kai où son père lui donne sa cicatrice. L'idée c'est de dire, peu importe l'enfant qu'il était, voilà le moment où Zuko tel qu'on le connaît est né. C'est ensuite que la série reviendra sur l'enfant qu'il était, quand Zuko apprend à reconnecter avec son passé et sa mère, après avoir entamé sa rédemption. Ici, le premier flashback de Zuko, c'est le gentil garçon qui aime son oncle. On élimine toute tension, tout doute sur leur relation et leur affection mutuelle, tout est dit, établi, sur la table, parce que quelle horreur ce serait de découvrir la profondeur des personnages en même temps que l'histoire qu'on nous raconte. Et évidemment, vas-y que ça rebalance Leaf from the Vine sans aucun contexte, parce que cette série veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et un Mars. De retour dans les tunnels, Sokka et Katara avancent au pif et ouvrent leur cœur pour régler le conflit avant de sortir, c'est à ça que servent les tunnels, à faire avancer les arcs de personnages. Donc une fois qu'ils ont résolu la dispute, ils réalisent que les tunnels changent derrière eux. De son côté, Aang essaye de me doubler sur la critique de l'épisode. On est d'accord gamin, ça n'a aucun sens. Bumi reproche à Aang de ne pas s'inquiéter de ses responsabilités et de préférer s'amuser, ce qui est encore une preuve que les auteurs n'ont pas conscience du personnage qu'ils ont écrit jusqu'ici, puis son turban disparaît au montage et il le défie dans un combat à mort. Katara et Sokka tombent nez à truffe avec une taupe blaireau, Zuko attaque le convoi et sauve son oncle qui épargne le garde et se fait planter en récompense. L'important c'est de ne pas retirer la pointe de la plaie, sinon il y a un risque d'hémorragie. J'ai rien dit. Bloqué dans un cul-de-sac, Katara et Sokka utilisent le pouvoir de l'amour fraternel pour survivre au blaireau qui les guide vers la sortie. Bumi et Aang se battent dans un volume. Pour rappel, peut-être que le terme n'est pas encore passé dans le langage courant, le volume c'est ce studio avec des écrans LED en fond utilisé dans le Mandalorian ou The Batman qu'on reconnaît très vite quand l'éclairage n'a pas été pensé en amont et est du coup très plat avec cette lumière blanche qui vient du dessus. C'est une super technologie qui peut avoir un rendu magnifique quand il y a une vraie DA derrière, mais qui se voit à des kilomètres quand elle est utilisée comme une solution miracle. Genre là. Je parle rarement de cinématographie, même si je suis souvent catégorisé à tort comme youtubeur cinéma, mais j'avoue, c'est le truc qui me déplaît le plus dans les séries modernes, et je suis prêt à parier que ça vieillira pas bien, et que ce sera un des plus gros marqueurs datant les films et les séries dans les années 2020. Donc bref, Bumi nous fait un caca nerveux parce qu'il est triste que Aang l'ait abandonné, ce qui pète complètement l'idée qu'il est aigri à cause de 100 ans de guerre. Non, en fait c'est un connard parce que son ami d'enfance a disparu sans donner de nouvelles. Une écriture de qualité. Ah, vous avez vu cette technique qu'utilise Bumi? Je tiens juste à vous informer que Katara n'est pas présente pour la voir dans cette scène, contrairement au dessin animé où elle est là. Juste qu'on soit d'accord, au cas où, à tout hasard, elle sorte dans un épisode suivant qu'elle s'est inspirée de ça pour développer une technique de maîtrise de l'eau. Au cas où. Bumi fait s'écrouler un pan du plafond sur Aang qui l'arrête en maîtrisant l'air, parce que Aang ne sait pas encore maîtriser la terre. Donc on est d'accord, dans cette série, la maîtrise de l'air est complètement pétée. Il arrête même un deuxième pan du plafond. Ça sert à quoi de maîtriser la terre si tu peux faire ça avec l'air? Donc Bumi lui dit qu'il doit choisir entre le tuer ou mourir lui-même, parce que être l'avatar c'est affronter des dilemmes tout seul, tout comme lui a dû en affronter en tant que roi d'Omashu. Heureusement, Katara et Sokka arrivent, je le rappelle, plusieurs minutes après la technique que Katara ne va absolument pas imiter, et ils prouvent que Aang peut éviter les dilemmes difficiles si ses amis sont là. Aang montre à Bumi qu'il a toujours le sifflet qu'il lui a taillé 100 ans auparavant, ce qui l'apaise et prouve donc qu'il a bien été rendu aigri parce qu'il avait plus son copain. On évitera de le dire au mec torturé dans la prison, je pense pas qu'il sera ravi de l'apprendre. Mais bon, pas le temps de niaiser, dès qu'ils sortent, on vient annoncer au roi que la nation du feu attaque Omashu. Ils le savent grâce à Abed. J'aime bien Abed. Puis Bumi leur dit de se barrer. Et bon, je suis pas giga fan de ça. Dans le dessin animé, Omashu est envahi en l'absence de Aang, donc il n'abandonne pas une ville entière consciemment. Et encore une fois, je critique ce choix surtout parce qu'il était facile à régler. Suffisait que Abed vienne annoncer ça à Bumi après le départ de nos amis. C'était un changement de rien du tout qui évitait de montrer nos héros fuir un combat important l'air de rien. Mais Bumi et Aang ont renversé les chopes du marchand de choux. Vraiment trop drôle ce running gag. Zuko et Iroh s'enfuient en barque et reflashback du moment où Iroh annonce à Zuko qu'il l'accompagne dans son exil. Ce qui est une scène très sympa. C'est juste dommage que vous racontiez l'histoire à l'envers. Genre vraiment, ces scènes auraient été super si on avait déjà vu l'autre partie de la backstory de Zuko. Genre, tu montres d'abord la partie tragique, avant d'ajouter la partie émouvante. C'est ça qui rend les émotions plus intenses. Quand on a vu la souffrance qu'a subi Zuko, ça fait du bien de voir Iroh le soutenir et l'accompagner. Dans l'autre sens, c'est un peu moins intéressant. Et arrêtez de jouer Leaf from the Vine, vous ne l'avez pas mérité, bordel de merde! Bref, du coup, toute la tension de la relation entre Zuko et Iroh est réglée dès l'épisode 4 de la saison 1, on sait qu'ils s'aiment très fort, super, pas besoin de conflit, pourquoi faire? Zuko voit Appa voler au-dessus d'eux et dit à son oncle qu'il devrait rejoindre le bateau pour qu'il se soigne, afin également de supprimer toute tension sur le fait que Zuko a un bon fond. Et c'est la fin de l'épisode 4.
Et mon script fait déjà 50 pages, donc je pense que pour ma santé mentale, au lieu de faire un petit interlude sympa, on va s'arrêter ici. On a vu la moitié de la série et j'avais déjà pas mal à dire dessus. Il me semble sage de couvrir la deuxième moitié dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série ou de mon analyse. On se retrouve donc dans une seconde vidéo et on commencera par l'épisode 5. Et je dois vous faire une confession qui risque de vous surprendre. Contrairement aux 4 premiers que j'ai trouvé profondément mauvais et ratés, eh ben j'ai plutôt apprécié le 5. Allez, à plus! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. Protégez vos données de navigation pour 2,03 € par mois seulement. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Un énorme merci à Morgan Wincop, Ouyo, Arnaud, Billy Radi, Laetitia, Femto, Mayouen R, le maître de Lipran, Falupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolus, Kevin Namur, Eva Benaïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix et Léof. Tant que je peux le faire en une respiration, c'est que vous êtes pas assez nombreux. Il est possible que je sorte une petite vidéo tampon entre les deux, parce que sinon YouTube va penser que je suis décédé. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, Tropper, out.